Hein? Tout le monde est à conférence. Laquelle? C'est-tu la première ou la deuxième? La première, Oui? à 10h30. Ça a commencé à quelle heure? 10h30. Ah, mais c'est pas pire. Pas trop en retard. C'est qui est le conférencier? Je sais pas. Tu sais pas. Non. C'est un sorcier? Non. Claude, es-tu là? Oui. Tes portes sont-tu barrées? Ben, Claude, il est pas là, mais il est à conférence. OK. Bon. Attends, regarde, on va mettre ça dans l'habitacle, là, parce que dans le coffre, on va avoir trop de matériel. Filmez un peu, là, ce sera pas long. Alors, c'est le 18e congrès, c'est ça, Gérald? C'est en plein ça. De la FAC, la Fédération des astronomes amateurs du Québec. On y va? Voyons, y va. Des fois, en dessous, ça n'est pas tard ici. Des fois, c'est des places plus. Dans le même temps, vous êtes par rapport au chef. OK. À ce moment-là, Excusez-moi. quand je vide avec mon réticule dans une minute, je mets mon étoile off, vous voyez, puis je viens gros rond, sans mettre voir la ligne étoile. OK. La verticale et horizontale. Après ça, je tombe, je mets ma formule au bord, aller voir la verticale. Regarde ça. Avec ta caméra, Ça veut dire que c'est sans arrêt, quoi, là. sans arrêt. Ça, tu n'apprends pas ça le soir. Ben non, Ça c'est parle évident. des mois. Non, mais tu sais, moi, nous autres, Non, on je connais là. du monde qui pose des questions de même. Partez, puis ça allait, ça fait ça, là, après. Ah ben non, là, mais plus tard, où manuel? hey, Sylvain, ça marche pas ton appel, comment ça se fait? Puis là, Salut, René. Salut, ça va bien? Non, mais c'est quoi, tu fais des étapes? Qu'est-ce qu'ils ont vendu quelques lunettes On a vendu trois. à date? Ouais. Deux Mélanie. Ah ouais. Un petit peu après. Tu t'avais Non, regarde, Hein? On va en mettre quelques-uns. On va filmer un peu votre installation. Non, ils ont collé avec un outil de 20 pouces. Soit loué ou soit toué. C'est bon, on s'en va dans le jeu des deux, ça va être
faisait des standards, elle faisait des... Qui enlève ses verres de ça, là, il avait fait tout son scénario au Facebook, c'était pas son mari. Là, quand il embarquait là-dessus, il fallait que ça se fasse dans à peu près. Pas une minute, là. Tu sais, ça dure 2 minutes. C'est comme ça que c'est fait. C'est tout par section. Il tournait sa caméra, puis on les pousse, il torsait pour prendre l'autre coin de soleil. Il torsait la caméra, il prenait tous des coins de soleil. C'est ça que ça fait. Ah oui, c'est un beau principe. Bonjour, monsieur Réal. Regarde, on va te le montrer, j'en ai des photos de mon copieur. Vu qu'on en a parlé hier soir. Que de même. Ça, j'ai une souris, les lumières, eux autres. Regarde, j'ai une 4e lumière qui est ici au côté du socket en arrière. Je fais la mise au foyer, mon encadrement. Parce que les 3 lumières, ces 2-là et celle-là, ça dure juste 2 heures de lumière. Je prends toujours ma lentille de macro. Parce que ça photographie avec plus de qualité qu'une 50. Même si tu es loin. Parce que quand tu copies des photos d'un livre, bon ben quand arrive avec une photo puis l'objet il est plus gros de même, ou il y a des fois qu'on copie des photos, la photo de l'objet c'est un pouce et demi par 2. Mais c'est quasiment juste le grec. Là, mon copieur à ce moment-là, je descends mon gars à peu près à 3 pouces de la photo. On va peut-être les emprunter de temps en temps. On les fait ensemble avec Denis Bergeron. Ça, dès que le salaire, ça fait j'enlève ça tout arrangé, ça qui c'est arrangé, flimsé, c'est pas tant ça. C'est vraiment une traite comme ça. Le panneau qui s'en vient à voir. Mais là, actuellement, c'est ça que je commence à dire. Quand je vais être plus disponible, Denis, Michel, êtes-vous d'accord? Tu viens finir de dîner, tu vas là sur comment dîner. C'est ça. Mais là, non, elle est partie. Ah, ok, comme ça, on peut y aller. Il y a Laurence qui va falloir faire rejoindre. Il faut qu'il y ait un signe de papier. Il faut que je remette la réalité. Moi, c'est pas moi qui vais y aller. Mais Laurence, c'est là. On y va de souhait. Admettez l'autre. On va aller m'acheter quelques muffins. tu rendu, Maurice, la cabinet qui a fait Tiens, on va filmer les vendeuses, là. Hein? Non, c'est ce aussi. Oups, on a brisé l'oculaire, là. Vendeur, j'ai peur. Le vendeur aussi. Faudrait que ce soit les membres, peut-être dans les membres de ça va négocier avec eux autres pour augmenter le son. Surtout que ça vient des éditions en plus, là. Puis parce que toi qui favorise pas l'association, parce que si les personnes sont capables de se regrouper bien ensemble pour acheter ça, il n'y en a pas un qui est... Regarde, tu peux-tu me le lever comme ça, Jérémy? Lève-moi les 30. Nous autres, vu qu'on OK, lève-moi les de même. on est tous membres, on est capable de... OK, tiens-moi les comme ça, c'est beau. C'est parce que pour te donner des idées au club pour faire un même appareil. Et la batterie est faite. Faut dire qu'il aurait fallu sur place développer les idées. En fait, c'est faut que tu vois faire des périodes à commencer pour être capable de c'est ça, faut que tu fasses. C'est même à partir de lui, il faut que tu parles à tout le monde. Puis l'année prochaine, tu arrives, tu as d'autres avec ton idée, là, tout le monde s'en va.
à l'Assemblée générale avec quelque chose, des chiffres dessus, puis il y a un par là. Hier, même, tu t'invites toi-même à faire rebondir la discussion. Et on dit, quand c'est des monde de savoir qui ça va, on dit que l'animateur, ça va pas réaliser. C'est pas grave. Avec de savoir Ça va sortir. Là, c'est plus poussé. Lui, ah oui, lui, à la taxe. Check. Rien payé. Ben, personne n'a rien payé. Ça, c'est clair. OK, ça veut dire qu'à l'avenir, il va y avoir des feuilles à remplir. Là, je reçois ça au bureau. Là, je regarde la signature. Moi, je prends l'autre. Que j'ai dans le dossier du club. Le dossier du club, c'est écrit dans le dossier. Et puis, bon, ces autres signatures-là, moi, je regarde cette signature-là, c'est une des 4 c'est bon. OK. Il n'y a pas de chèque dans l'enveloppe? Ça va être facturé. S'il n'y a pas de chèque dans l'enveloppe, on va faire ça. Voilà. Toi, t'as pas calé, c'est pas hier. Tu remplis ça pour être inscrit à la fédération. Puis, il n'y a pas question de chèque. Donc, vous ne protégez plus, vous mettez votre fusible trop haut. Donc, si vous prenez 1 ampère ou 2 ampères, mettez toujours votre fusible légèrement plus haut pour protéger seulement. Donc, ma boîte centrale, disons, c'est pas, la vôtre n'est pas obligée de comme ça, parce que la mienne, j'ai plusieurs choses, mais c'est juste pour vous donner une idée de la façon que ça fonctionne à l'intérieur. Donc, la vue de droite, c'est une vue intérieure. De mes 4 interrupteurs au centre. Par la suite, vous avez 4 connexions de chaque bord de la boîte. Et de la vue de gauche, vous avez la façade avec les 4 interrupteurs. Si vous voyez le deuxième en haut, c'est un interrupteur, lui, qui va de gauche à droite. Parce qu'habituellement, je me sers d'un oculaire de 1 pouce et quart ou un oculaire de 2 pouces. Donc, je change d'un bord ou de l'autre. C'est le seul, disons, qui n'est pas dans les autres. Par la suite, ma boîte, pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu plus et qui se connaissent un petit peu en électronique, vous avez, si on regarde l'image complètement à droite de votre œil, l'image intérieure, si vous avez un... Après, si je veux savoir mon circuit, s'il est bon, là, j'ai testé le courant, là, je veux tester si mon circuit est bon, je vais rentrer à l'intérieur de mon trou, et s'il est bon, ma lumière s'allume. Ça veut dire que tout mon circuit est bon pour ça. Donc, je peux, même si je suis dans un champ, tester tout mon circuit un après l'autre pour savoir s'il y a une défectuosité quelque part. Donc là, j'ai été un petit peu fatigué, là, mais donc je l'ai fait pour moi. Mais par contre, ceux qui veulent vraiment bricoler, là, ils peuvent toujours le faire. Donc, on a un total, comme vous disais, de 2,83 ampères, plus le télescope. Tout le circuit qui est à l'intérieur, au maximum, il tire 1 ampère. Donc, il me donnerait un grand total, disons, de 4 ampères. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais qu'il y en a qui... J'ai travaillé longtemps sur ma batterie d'auto, mais vu que je travaille bien souvent dans le gros froid, et je travaille toute la nuit complète, moi, j'ai préféré m'acheter une batterie spéciale. Donc, j'ai une batterie d'auto. Donc, c'est une batterie à décharge profonde de 600 ampères-heure. Décharge profonde, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si vous prenez une batterie d'auto ordinaire, vous descendez
vous descendez le voltage trop bas. Si vous la rechargez, vous dites OK, je peux recharger une batterie. Mais si elle descend trop bas, une batterie ordinaire, après 4 fois, est plus bonne. Ça, je parle d'un voltage, là, descendre bien bas. 15 heures, je n'ai pas peur avec la batterie, je peux sortir, je peux même chauffer les watts si je veux avec. Petite batterie? Oui, on peut aller. Moi, j'ai été dans une batterie, disons, pas la plus grosse, parce que 1900 ampères-heure. Moi, j'ai été à 600 parce que. Ça doit l'aider à absorber l'humidité. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis certain qu'il n'y a pas besoin de son feuille pour ça. Là. Le pare-brise en avant? Ah non. Vous pensez? Ah non, moi j'ai un pare-brise sur le mien. C'est un 10 pouces. Là. Ouais. J'ai un pare-brise, c'est un pare-buée. Puis j'ai à peu près jamais, j'ai pas d'élément chauffant. J'ai à peu près jamais de buée. Combien de degrés pour faire? Ah, la température, c'est n'importe quoi. Présentement, ça peut plus jusqu'à moins 30 €. C'est qu'à un moment donné, ça peut venir à geler. Si là, je suis à 4 heures, je suis dehors, on va commencer à avoir les bons minutes. Fait que son élément, je ne sera pas long. Il n'y a personne d'autre qui est venu. Excusez, il faut que je le tasse. Oui. Les dernières prises de vue. Et l'observation planétaire. On va commencer immédiatement. On va commencer avec des petites diapositives que je vais monter justement. Je fais les shots. On va des shots électriques. Ah oui, dans un premier temps, juste avant que 10 minutes, je viens d'appeler au bureau à Montréal, à Saint-Laurent, qui est le Centre météorologique du Québec. J'ai demandé s'il y avait une lueur d'espoir pour faire d'observation cette nuit. Et c'était un nom catégorique. Alors, la situation météorologique, c'est qu'on a eu du soleil ce matin, avec un cause qui était dans le secteur chaud, des dépressions qui se situent actuellement dans le nord du Québec, dans le coin de Couche-Voie-la-Pique. C'est un front froid qui, le premier front froid, se situe actuellement entre Chibougamau et Séti vers Val-d'Or. Ce front froid, il va nous atteindre, il va passer sur le Dolbeau vers 2 heures du matin. En arrière de ce premier front froid-là, il peut y avoir des éclaircies. Il y a beaucoup de convection, des nuages convectifs qui vivent le jour, c'est-à-dire des nuages de jour, alors ça va s'affaisser. Alors le seul espoir qu'on a, c'est d'avoir des éclaircies à partir de 2 heures du matin. Par contre, il y a aussi un deuxième front qui va arriver à 5 heures du matin pour remoucher momentanément le ciel. Alors, les éclaircies en 2 heures à 5 heures du matin, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. Ici, j'ai une photo de Jupiter, une exploration spatiale. Parce que mon sujet, je vais parler du Seeing. Ceux qui étaient au congrès de Laval il y a 4 ans, j'avais parlé longuement du Seeing. Le Seeing, qu'est-ce que c'est? C'est la turbulence atmosphérique qui fait scintiller les étoiles. C'est simplement ce qu'on regarde dans un télescope. Les étoiles, c'est pas une source qu'on peut voir de façon ponctuelle, donc ça bouge, ça forme des taches floues à cause de la turbulence atmosphérique. Lors du congrès à Laval, je vais vous donner certains trucs, de vous donner pratiquement un petit cours de météo, pour essayer
pour arriver à déterminer à l'avance si c'est bon ou pas bon pour le seeing, c'est la vie qui va venir. Ça, c'était basé sur des expériences que j'ai faites les années antérieures. C'était pas des expériences de façon vérifiée comme telle. J'ai eu ça dans des livres, pour l'expérience moi-même, etc. Je suis arrivé à des conclusions. Alors, je me suis dit, je n'étais pas satisfait avec ça. Je me suis dit, je vais faire toute cette étude personnelle à la maison. Ça fait 2 ans que je fais des mesures à toutes les nuits dégagées. Je me pas des fois des places en arrière pour sortir dehors, même à moins 20, moins 30 degrés. Ouvrir mon observatoire qui est situé dans le trou arrière. Donc, c'est pas loin. Ça me permet d'avoir fait plus de 300 nuits d'observation en 2 ans. C'est beaucoup. Puis, la raison pour laquelle aussi je m'adresse beaucoup au seeing, parce que j'entends souvent parler des gens qui ont des télescopes qui disent ben beau, j'ai un télescope, mais je vois rien. On voit des gens qui font des croquis, comme je peux voir ici dans la revue Sky Telescope du mois de janvier 93. Ceux qui ont vu les croquis de Saturne ici, faits par 2 Américains qui sont mis des deuils sur un télescope de 1 mètre. Si vous regardez des croquis, c'est vraiment imaginable. C'est digne des sondes spatiales. Ils voient des détails que moi-même, ça m'a fait réfléchir un peu, parce que je vais partir de cette anecdote avant. Donc, on va passer les autres diapositives avec une honnêteté là. C'est que lorsque j'avais travaillé, lorsque j'étais à l'Université de Montréal, j'ai eu la chance de travailler à l'Observatoire mécanique, lorsque j'étais étudiant au René Racine. Puis, dans ce temps-là, l'Observatoire, j'étais comme le premier définitif de l'Observatoire mécanique, parce qu'il venait juste d'ouvrir, il n'était pas encore opérationnel. Alors, j'ai pu observer des choses assez intéressantes du télescope. Dans le temps, il y avait un oculaire, aujourd'hui, il n'y en a plus d'oculaire, il n'y en avait plus. Alors, j'ai pu regarder Saturne, j'ai pu regarder plusieurs objets d'analyse. Puis, je me souviens, une nuit, j'ai observé Saturne, puis je regardais des anneaux de Saturne, mais je voyais des vingtaines, des trentaines de petites lignes, comme un micro-sillon sur les anneaux de Saturne, de la globule. Alors moi, je me disais, dans ce temps-là, la sonde spatiale n'avait pas vu Saturne encore. Je regardais ça, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Je me suis fermé la trappe, je me suis dit, me fait passer pour un fou de dire que j'ai vu des packaging comme un micro-sillon, comme les photos qu'on a vues des sondes spatiales, comme nous ont montré d'ailleurs les sondes spatiales de voyageurs. Alors, je me suis dit pendant plusieurs années, pour commencer pour un fou, c'est l'imagination plus fertile. Puis, alors, tout ce que je veux vous amener ici, même avec cette observation-là ici, que lui-même ici, on voit sur son dessin, cet observateur-là, dans une nuit exceptionnelle. Il faut dire que ça soit durant une nuit exceptionnelle, des signes exceptionnels. On peut voir, oui, on peut voir ce genre de détails sur Terre. On peut voir des détails, même des études du télescope, qui peuvent être très, très, très surprenantes. Parce que chaque fois que j'ai eu une soirée de seeing, un 9 sur 10, parce que j'ai mis ça sur une échelle de 1 à 10, quand j'ai un 9 sur 10 ou un 10 sur 10, je suis capable de décoller l'œil sur le télescope. J'ai bien des difficultés à rentrer à la maison pour aller me coucher, pour aller travailler le lendemain. Parce que des détails, comme vous voyez sur Jupiter ici, la plupart des gens, ça limite d'avoir, moi je vois 2 bandes sur Jupiter, la tache rouge, je ne l'ai même pas vue, jamais vu de ma vie. J'ai un peu de difficulté à voir soit la personne, il y a certaines techniques d'observation pour regarder longtemps, c'est pas, ça ne saute pas au J dans un premier temps, il faut regarder longtemps. Puis à force de regarder 5, 10, 15 minutes de planète, où des détails, l'œil s'habitue, la luminosité, le contraste, on finit par avoir des détails. Des détails aussi petits que sur la photo de la sonde voyageur ici. La première fois que j'ai eu mon C11, à l'instant, j'ai eu la chance de voyager à cause de mon emploi. J'ai vécu à Victoria pendant 2 ans, sur l'île de Vancouver. L'île de Vancouver, justement, il y en a qui m'agacent ici. Les autres, les gars là, quand il y en a beaucoup là-bas. C'était ceux qui m'avaient assisté à la conférence de Laval. Je vais vous parler d'une façon, une des façons, les meilleurs signes souvent qu'on obtient, c'est l'art d'un mégablog. C'est un blocage, je vais revenir tantôt. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Aucun centre de blocage atmosphérique. L'atmosphère ne bouge tout simplement pas de la surface jusqu'à l'espace. L'air est stagnante. Puis avant que Victoria, on a ce genre de situation météorologique. C'est pour ça que la côte ouest, c'est si beau la côte ouest de Vancouver. L'été, c'est sec, c'est du soleil à profusion. C'est la Victoria, c'est la ville la plus ensoleillée au Canada. Après, le sud de Saskatchewan, le bout de Verbeau, qui ont peut-être une trentaine d'heures de taux de soleil.
La première fois, une première nuit, j'avais sorti moi dans le temps, j'avais eu mon C11 tout neuf, comme des raisons que c'est ce que j'avais déjà dans ma maison. Je sortais mon télescope pour monter des objets. Puis une des premières fois, je montrais Jupiter, je regardais justement la place de Jupiter, une soirée exceptionnelle, un brouillard très épais. Je regardais, il faisait buée sur mon... J'avais peut-être eu besoin de ton système de chauffage. Alors je frottais, je regardais. Mais à l'intérieur de la tâche, une soirée comme ça ici, on voit les tourbillons. On voit les détails à l'intérieur de la tâche comme telle. Alors c'est une soirée tout à fait exceptionnelle. D'autres personnes qui n'étaient pas habituées à observer, regardaient, je regarde à l'intérieur de la tâche, on peut voir les détails. D'autres disaient, oh, je vois bien, je vois bien. Moi, je dis, toi, moi je vais regarder. Alors souvent, des soirées comme ça, c'est pas... Il faut se rincer l'œil au maximum. Les prochaines photos, c'est simplement de photos de masse, peut-être une photo de masse des canaux. Donc c'est quelque chose d'assez standard dans un télescope. C'est à peu près comme ça qu'on le voit dans un télescope, c'est assez flou. Par contre, je me souviens, puis là je vais oser le dire, il y a peut-être l'hiver passé, parce que la raison que j'ai été encouragé par un autre observateur qui a dit qu'il a vu la même chose que moi. L'art d'un ciné exceptionnel. Il y avait tellement de détails dans les bandes ici qu'à un moment donné, je me demandais si je rêvais moi-même. J'étais là, je regarde ça, puis je suis comme figé devant l'image. Mais ça arrive pas. C'est donc rare quand ça arrive, c'est ça de vous disparaître. C'est ça que je voulais vous communiquer tantôt, les fréquences, ce genre d'événements. D'autres diapos. Alors, je veux juste ici vous rincer l'œil. Saturne comme ça, ici, je la vois dans mon télescope. L'ordre des signes de 9 sur 10 et 10 sur 10, facilement. La division de 1 au bout, c'est facile. Et même, j'ai même vu plus que ça encore. La dernière photo, c'est simplement pour vous dire que le gros problème, c'est la maudite Terre. C'est l'atmosphère de la Terre qui nous... C'est la fois l'atmosphère, je le vois ici, mais c'est à cause de l'atmosphère en réalité qui ne nous permet pas de pouvoir... faire des observations tout à fait exceptionnelles, qui sont vraiment à la portée de l'amateur astronome. Et quel que soit le télescope, que ce soit un télescope de 4 pouces, parce que j'ai déjà observé un télescope de 4 pouces, j'ai été tout à fait émerveillé, autant qu'un télescope de l'ordre de 10 pouces et 14 pouces, que ce soit réfractaire, quel que soit le facilement d'ouverture, on peut s'émerveiller devant ces soirées-là. Merci, les diapositives. Non, ils n'ont pas des choses. Il n'y a pas de choses dedans. Alors, la scintillation, on va demander aussi, il faut faire attention que ce n'est pas le vent qui fait shaker votre télescope, c'est une impression des toiles rouges, c'est pas ça qu'on va parler. Alors, dans un premier temps, on va avoir 3 volets dans la posing. La première, c'est de faire une genre de un résumé de ce que c'est ici, comme tel, pour ceux qui ne sont pas tous familiers, dans ce premier temps. Et dans le deuxième temps, je vais vous présenter les résultats durant les 2 années d'observation. Et un troisième temps, si le temps me permet, je vais vous donner quelques trucs d'observation planétaire. C'est ce que j'avais peur, alors je vais le exemple de... C'était le kiosque, je pense, c'était là dedans. Et ce qu'elle a fait un tour en dedans. Alors, la turbulence atmosphérique, qu'on appelle qui cause la scintillation, ou le terme seeing. Le seeing, c'est le terme utilisé dans le monde professionnel de l'astronomie, absolument comme au monde mégantique. On estime le seeing en seconde date, 2, 3, 4 secondes date. On regarde les étoiles quelconques. Puis on regarde le diamètre de l'étoile qu'il y a là, elle varie selon la turbulence. Plus c'est sévère, plus l'étoile va avoir le diamètre apparent très réel, avec très large. Alors c'est en seconde date. Ou il y a d'autres façons de le faire aussi, c'est de le regarder de façon subjective. Et je vais vous garder, je vais vous le montrer tantôt. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, dans un premier temps, l'étoile que vous voyez en haut ici, l'étoile que vous voyez ici, c'est sa position apparente, puisque en réalité, l'étoile vraie, l'étoile à sa position comme telle, elle est plus au sud par rapport à la nombre de déviation que vous
vous observez, et tout ça à cause de la réfraction atmosphérique. De l'atmosphère a une densité qui augmente avec tout le monde s'appelle tout seul. L'indice de réfraction augmente, donc la lumière qui arrive de l'étoile est simplement incurvée vers l'observateur. Dans ce cas ici. Alors la ligne plus ou moins qui est réfractée, c'est une courbe qui se fait à cause de l'atmosphère, alors que lorsqu'on regarde, on a l'impression que l'étoile est plus haute de sa position réelle. Alors on voit en partant que l'atmosphère joue le rôle à réfracter la lumière. Si l'atmosphère était homogène, puis la densité était homogène comme telle, de façon stratifiée avec la hauteur, mais tout à fait homogène, tout ça s'équilibrait de façon normale, une bonne vitesse régulière. Alors on verrait toujours l'étoile, en réalité, ne scintillerait pas l'étoile à cette velocité qu'on la verrait dans une place, mais c'est pas ça qui arrive. L'humidité dans l'air varie d'un endroit, d'une élévation à l'autre, tout ça est projeté par le vent. Et la densité, surtout ici, l'humidité qui fait que dans l'air, qui va jouer à faire varier l'indice de diffraction de la lumière. Et par contre, faire varier les angles de déviation de la lumière qui passe au travers. Alors, ce qui arrive, c'est que justement, l'étoile que vous voyez arriver ici, c'est simplement, vous avez deux milieux dans l'atmosphère ici, vous avez un milieu plus sec, donc plus humide ici. Cette poche d'air qui descend va faire réfracter la lumière, si on veut, si vous avez l'observatoire, sur le point d'observatoire gauche. Par contre, une fois que cette poche de lumière ici est rendue, passe au-dessus du rayon lumineux, elle va retrouver sa position normale, puis elle va simplement revenir à sa position qui était peut-être soit à droite de l'observatoire. Vous pouvez ça, c'est l'observatoire du télescope comme tel. Alors, dans l'ouverture du télescope, l'étoile va arriver à différentes positions, dépendamment des taux d'humidité, des variations, des mouvements de l'atmosphère qui est en haut. Une autre façon d'expliquer ici la scintillation, c'est simplement, si on a justement ce genre de masse d'air ayant une densité différente à cause de l'humidité, etc. Des fois, cette masse-là peut avoir la forme d'une lentille, si on veut, convexe, qui va réfracter la lumière à un point précis de votre œil. Plus tard, ça se déplace et elle va prendre une forme concave qui va diffuser la lumière de toutes les bords. Alors, l'étoile ne peut être plus au foyer comme tel à votre œil, alors elle va devenir floue. Ça peut donner une impression aussi de scintillation. Pour simuler un peu l'effet, c'est simplement, vous avez justement les lentilles convexes concaves, etc. Simplement, c'est des rayons lumineux qui s'en vont aux observateurs en bas, ici sur Terre. Puis tout simplement, avec les mouvements de l'atmosphère ici, avec les mouvements de l'atmosphère, avec les causes des vents, les densités vont varier. Alors, à un moment donné, ça devient convexe, à un moment donné, ça devient concave, convexe, concave, etc. Plus les vents vont être forts, plus il va y avoir de variations, plus ça va scintiller. Plus les vents, si la circulation est très faible, par contre, si la circulation est très faible, mais les variations vont se faire plus lentement. Puis on va pouvoir suivre l'étoile, vous allez voir l'étoile de la fenêtre bouger comme telle, mais elle va rester claire. Mais si ça bouge très vite, la scintillation va être beaucoup plus difficile à poursuivre. Votre œil ne sera pas capable d'intégrer de résoudre les détails, ça va trop vite pour suivre les mouvements. Alors les cartes vont vous paraître flous. Une autre façon d'expliquer le seeing, la turbulence, la meilleure façon, c'est de regarder un bateau, parce que les télescopes, on peut comparer ça à un bateau. Si la mer est calme, alors donc, si l'atmosphère est calme, ça bouge, tout coule doucement, alors vous allez avoir votre petit télescope, ou encore similairement le petit voilier derrière, qui va naviguer calmement. Alors tout va être beau, tout aussi bien le gros paquebot, le gros bateau d'avant, ici, ils vont avoir vous allez voir le même résultat. Par contre,
si la mer est houleuse, il y a des gros vents et tout, mais le petit bateau, lui, il va monter, puis il va descendre, puis il va remonter les petites vagues, toutes les vagues qu'il va voir. Alors, l'oscillation du mât comme tel, on connaît sur le mât du bateau, on a fermé les voiles ici, il va osciller des angles très forts. Par contre, le gros bateau, lui, il va faire plutôt une moyenne, il y a des vagues ils vont frapper le bateau comme tel, mais vu qu'il est tellement lourd, tellement long, qu'il y en a d'autres qui vont comme contrebalancer cette vague-là, etc. Ce qui fait que ça va être comme une genre de moyenne. Il va faire la moyenne de toutes ces vagues-là, puis il va osciller selon la moyenne comme telle. Puis le bateau, lui, si on prend le mât de communication ici, on va voir que l'angle de déviation comme tel va être beaucoup plus faible. Alors, c'est à peu près le même phénomène qui se passe dans l'atmosphère. Pour ce qui est des petits télescopes, des gros télescopes, vous avez un plan d'onde qui arrive de l'étoile en haut, qui est non perturbé, qui est dans l'atmosphère. Alors, vous avez en bleu, si je simulé l'atmosphère comme telle. Puis, cette atmosphère-là a une densité différente. Le plan d'onde qui est un peu tout croche comme tel. Okay, il vient tout perturbé. Et l'autre, il ralentit, donc il est un peu plus vite à cause de la réfraction, etc. Alors, si on a le petit bateau ici, qui est une moindre ouverture, que je compare aussi à l'ouverture du télescope, est plus petit, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que lui, le plan d'onde, qu'est-ce qu'on va regarder? Tu vas chercher seulement une petite section qui est plus loin du petit bateau. Alors, ça va varier l'angle, puis moins que tu vas voir, des plans d'onde qui va arriver, il va varier beaucoup plus pour un gros télescope, qui lui, il va faire une moyenne de ça, du plan d'onde qui est perturbé. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un gros télescope, comme celui de mon mécantique? Les étoiles ne scintillent pas comme ça peut scintiller dans un petit télescope amateur. Ça va plutôt faire une moyenne. Puis moi, la lumière va faire une moyenne, une grosse tache floue. C'est pour ça qu'ils mesurent ça, les autres, en seconde date. C'est une grosse tache floue d'étoile à un diamètre assez gros, qui est plus ni moins proportionnel à l'épaisseur du maximum et minimum qu'on retrouve ici. Tandis que le petit télescope comme tel, lui, on va voir plutôt l'étoile se promener comme tel. On pourra même le suivre à cause de sa petite ouverture. Par contre, si le signe est vraiment mauvais, on peut avoir le même phénomène, on peut trouver le même phénomène. Alors, tout ce que je veux ici vous amener à dire, c'est que moi, avec mon petit C11, ce que j'ai à la maison, c'est que je ne peux pas mesurer en seconde DAC le diamètre des étoiles comme tel, parce que souvent le signe, c'est simplement un mouvement de l'étoile. Alors pour moi, c'est assez difficile de prendre un réticule, un oculaire avec un réticule illuminé, d'essayer de mesurer le diamètre comme tel de l'étoile, parce que des soirs, oui, je pourrais le faire quand le signe est très mauvais, mais d'autres soirs, la plupart du temps, le signe, c'est simplement ces étoiles qui bougent, ça bouge tellement que c'est difficile de prendre une mesure en seconde DAC. Par contre, l'observation professionnelle, vous aussi, ils vont avoir un petit mouvement, mais ça ne sera pas autant qu'un petit télescope. Un petit télescope, les étoiles et les planètes ont tendance plus à danser parce que le seeing est mauvais. Juste un commentaire, souvent les gens qui veulent faire, quand je parle de seeing, ils pensent souvent que je parle de transparence du ciel, ça n'a aucun lien. Transparence du ciel et seeing, c'est pas la même chose du tout. Souvent, les enseignants étaient bons dans le soir. Ah oui, il faisait noir. C'est pas question de faire noir, c'est on peut voir plus profondément. C'est une question de turbulence, point final. On parle. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'observation planétaire et non l'observation du ciel profond ou discal. Maintenant, donc, la façon pour moi d'y arriver, pour mesurer le signe d'une façon. Alors, je ne peux pas mesurer, ce que j'ai essayé, ça ne marche pas, en tout cas, d'une façon objective, mesurer le diamètre de l'étoile comme tel. C'est difficile à avoir une précision, quelque chose que c'est palpable, quelque chose que je peux faire une étude. Alors, j'utilise une méthode subjective. La façon de mesurer, la façon que je m'y appelle, c'est que je regarde le patron de diffraction de l'étoile dans mon télescope. Pour y arriver, il faut grossir au moins 60 fois au pouce. Donc, si vous avez un télescope de 10 pouces, il faut mesurer par 60 fois, il faut grossir 600 fois pour voir une étoile de cette apparence ici. OK, alors, ce qu'on a ici, c'est le patron de Airy, qu'on appelle. Simplement, c'est que l'étoile va vous apparaître comme un cercle entouré d'anneaux.
qui est une propriété des ondes à cause de l'ouverture circulaire de votre télescope. Ça a cette forme-là ici. Si le télescope avait une forme triangulaire, on aurait une autre forme. Mais vu que c'est circulaire, on a cette forme-là, c'est le résultat qu'on le trouve. Alors, c'est habituellement dans un bon télescope, donc du réfracteur, qui est une obstruction centrale. À peu près 84% de la lumière se trouve dans l'étoile centrale, quelque chose comme 7% dans l'anneau, dans le premier anneau, quelque chose comme 2%, etc. Alors, pour voir ce genre d'anneau-là, il faut vraiment grossir 60 fois au pouce pour bien l'avoir. Si on grossit moins 50 fois au pouce, on le voit, mais c'est plus petit, c'est plus difficile à estimer le signe. Oui. Tu vas choisir une étoile de quelle magnitude? Magnitude 2 et 3, parce que si tu grossis, c'est pas ça trop brillant. C'est la même chose que si tu observes des étoiles doubles. Si l'étoile double t'en prend une de magnitude 0 ou 1, ça va être très difficile d'avoir perdu dans l'éclat l'étoile très près. Alors c'est le même phénomène que je vais trouver ici. Si vous voulez faire une étoile trop brillante, les anneaux, ça va être difficile d'avoir à cause que l'éclat va faire tout comme un tout. Alors il vaut mieux observer qu'une étoile de la troisième magnitude pour mieux voir les anneaux, que ce soit beaucoup plus clair. Alors, les images télescopiques, l'image de ces anneaux de diffraction-là qu'on voit, le plafond des rues, ça varie selon la turbulence atmosphérique, qui ici est codé de 1 à 5. 5, plus ou moins, c'est une nuit parfaite. Il n'y a rien qui bouge. Vous voyez vraiment des patrons de diffraction de Airy. Et dans l'autre extrême, c'est tellement mauvais, le signe est tellement mauvais que vous savez l'aspect planétaire. L'étoile vous paraît comme une grosse tache floue remplie de points, tout ça bouillonne comme l'eau qui bouille sur le feu comme tel. C'est un bouillonnement de l'image que vous voyez dans l'autre extrême. Puis au centre, c'est simplement cap, c'est simplement des anneaux de diffraction ici qui sont découpés à cause des ondulations lentes de l'atmosphère. 3, c'est l'étoile principale au centre qui est déformée, comme 3. Et 2, c'est simplement, on commence à perdre moins de la forme géométrique et tout. Là, puis 1, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est un bouillonnement total. Maintenant, qu'est-ce que ça fait aussi? Un petit point que je vais rajouter. Des fois, on entend parler des gens qui ont un télescope de 5 pouces qui comparent ça à un télescope de 14 pouces. Il y a une image de 14 pouces, une image bien plus belle que dans 5 pouces, c'est bien plus beau que dans 14 pouces. Mais il faut toujours, puis donc ton télescope n'est pas bon, le mien il est bon, puis etc. Puis mais il faut faire attention, si il n'est pas bon pour 14 pouces, et c'est sûr que vous ne pouvez pas aller au-delà de sa limite, il est limité par la turbulence atmosphérique. Alors, il faut, si vous voulez comparer des télescopes comme tel, il faut vous assurer qu'au moins le signe soit bon pour ce télescope-là. Parce que lui, il capte plus de lumière, lui, il va être plus sujet à la turbulence atmosphérique. Un petit 4 pouces, il est moins sujet qu'un 15 pouces ou 20 pouces comme tel. Alors, juste un exemple ici. Si on estime le signe d'une seconde d'arc comme tel, alors dans une seconde d'arc, dans un 14 pouces, l'étoile va vous séparer comme la cote 2 ici. Par contre, dans un télescope de 5 pouces, une seconde d'arc, l'étoile va vous paraître de cette façon ici. Un autre mot, c'est que le petit télescope, si vous regardez une planète dans le petit télescope, l'image va être nettement supérieure à 14 pouces, à cause que il va être beaucoup moins affecté par la turbulence ici. C'est juste un petit point que je voulais... Faire attention, c'est de ce qu'on compare l'optique des télescopes. Un autre mot ici sur les tâches d'Airy. Ici, vous avez des tâches d'Airy pour des télescopes ayant des obstructions centrales. La raison pour laquelle j'amène ça ici, parce que là, j'avais déjà présenté ma présentation que je vais donner à Laval. Quelqu'un m'avait demandé, hey, mais toi, ça coûte combien d'anneaux que tu vois autour de l'étoile? Alors, moi, je lui en vois à peu près 4 facilement. Je dis, ah oui, devant ton télescope, il n'est pas bon. Mais ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas bon ou pas bon. C'est simplement ce que l'obstruction centrale fait baisser de luminosité, plus ou moins, qui est tout dans le pic central, c'est dans l'étoile.
étant plus ou moins perdue, une certaine partie qui est perdue, puis elle est retransmise dans les anneaux. D'autres mots, les anneaux deviennent beaucoup plus lumineux. Ici, dans un télescope, tout ce que je viens vous amener, c'est encore en envers, c'est ça? C'est ça. Alors, tout ce que je veux vous amener ici, vous avez en haut les anneaux d'Airy Occident égale à 0, c'est 0.0, là, ici. Ça, c'est un réfractaire. Absolument, si on va voir l'étoile centrale, le premier anneau, puis un deuxième anneau très faible. L'autre anneau, on ne les voit pas. Par contre, dans l'Occident égale à 4, ici, c'est plus ou moins, ça, c'est 40% d'obstruction centrale. Tous les chemins de casse-grains qu'on a, les 8 pouces, les 10 pouces, toute la gang, à peu près ça, peut-être environ 40% d'obstruction centrale, ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que la lumière, on voit la première anneau ici est beaucoup plus brillante que l'autre. Le deuxième anneau ici est un petit peu moins brillante. Le troisième anneau, on la perd. La quatrième anneau, elle devient presque aussi brillante que la deuxième anneau ici. Alors, il y a vraiment, on voit beaucoup plus d'anneaux dans un télescope ayant une obstruction centrale. Plus c'est gros, plus l'obstruction centrale est importante, plus il va y avoir d'anneaux qui vont apparaître dans votre patron de diffraction. Vous avez l'extrême en bas. Vous avez l'extrême aussi 80%, alors que tout ce qu'on voit, c'est des anneaux. Et aussi, l'avantage aussi, c'est que celui qui a l'obstruction centrale de 40%, comme je l'ai dit, le diamètre de l'étoile centrale ici est plus petit qu'un réfractaire qui n'a pas d'obstruction centrale. Alors, l'étoile comme telle est plus petite. Souvent, une comparaison d'étoiles doubles comme telle pour vérifier la qualité d'un télescope n'est pas bonne, parce que souvent, un chemin de casse-grain va bien performer là-dedans, aussi bien qu'un réfractaire. À cause que l'étoile centrale est beaucoup plus petite. Puis aussi la perte de la troisième anneau. Souvent, les étoiles doubles ils vont très bien, facilement diviser, alors ce qui veut absolument rien dire de la qualité du télescope. C'est plutôt, il faut absolument faire l'observation planétaire, c'est là qu'on va voir si le télescope performe ou performe pas. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats. Alors, je vais commencer ici, dans la première période, j'ai commencé le 13 juin 1991, faire les premières observations, jusqu'au 12 juin 1992. Vous avez en haut les mois. Pas les mois, je vous dis, c'est le seeing, un point que j'aurais dû aller tantôt. Vous vous souvenez, l'échelle de 1 à 5. Moi, je travaille toujours sur une échelle de 1 à 10. En d'autres mots, si je regarde les étoiles, c'est entre 3 et 4, je donne une cote de 3,5. Si je vois c'est entre 4 et 5, je donne une cote de 4,5. Comme tel, je multiplie par 2. Alors, j'ai fait du travail sur une échelle de 1 à 10, comme tel, sur le seeing. Puis, vous avez, c'est votre, en ordonnée, les mois de l'année. Et vous avez, pour chaque mois, vous avez le nombre d'observations qui a été fait ayant un seeing, par exemple, le mois de juin, le seeing de 4 sur 10, j'ai eu 3 nuits ayant 4 sur 10, et 2 nuits 5 sur 10, 4 nuits 6 sur 10, et 4 nuits ayant 7 sur 10. Aucune de villes plus de 10 au mois de juin 91. Etc. Et tout ça, j'ai amené ça en bas pour vous faire un total. Puis moi, cote 1, j'ai eu seulement 4 observations durant une année, comme tel, 18 pour la cote 2, etc. Et j'ai eu seulement une observation dans une année où c'était 10 sur 10. Alors, vous pouvez voir comment c'est rare. Une image vraiment fixe qui ne bouge pas, qui est vraiment comme vous regardez dans un livre. Vous avez le loisir tout le temps, vous pouvez regarder des trucs de la Terre sans vous casser les yeux de la Terre, bien voir les détails. C'est arrivé une fois sur 149 observations. Une fois, 10 sur 10. Durant cette nuit-là, c'est ces nuits-là qu'on voit les choses tout à fait époustouflantes. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est dans le... oui? Est-ce que cette observation-là, tu vas t'en rappeler, vu qu'il y en a juste une, est-ce que c'était de bonne heure dans la nuit ou tard dans la nuit? OK. Pour arriver, c'était en soirée. Vous avez ici en bas
le nombre d'observations par rapport au temps universel en Zulu. En temps universel, 0, 0, Z, 1Z, 2Z, 3Z, etc. Quel temps ont été faits la plupart des observations ici? Alors, vous pouvez voir que c'était fait surtout vers le 2Z. Et ça, puis quelques-unes des fois en fin de nuit. Donc, la plupart des observations, c'est le soir. En réalité, c'est ça qui vous intéresse le plus, c'est là qu'on observe le plus. C'est le soir. J'observe surtout, ça se fait surtout entre 9h et midi. Dans ce coin-là que j'observe, je fais des observations. C'est le temps où, pas le temps, on sort nos télescopes. Oui, oui. Tu as observé combien chacune de tes prises? Bon, ça dépend si. Ce que je fais, premièrement, c'est une bonne question. Ce que je fais, c'est que j'arrive chez moi, j'essaie de dégager, j'arrive mon travail, je sais que ça va me dégager. Tout le avant de soirée, j'arrive, j'ouvre mon observatoire pour qu'il y ait un équilibre thermique dans un premier temps. Après ça, je suis le bébé, j'entends son coucher, rendu 9-10 heures le soir, avant de me coucher, je sors dehors pour prendre mon observation. L'observation, ça peut être 15 minutes. Non, ça peut être 3 heures, 4 heures. Mais absolument, c'est un temps ponctuel. Je prends un temps ponctuel. Ce que je vois souvent quand le signe n'est pas bon, ce que je fais, je regarde. C'est vraiment pourri. Peut-être que le télescope n'est pas encore à bon équilibre thermique. Alors, je peux attendre un autre 10, 15, 20 minutes pour voir s'il n'y a pas de différence. Parce que quand même, le télescope a déjà été ouvert. Et il devrait être à un équilibre thermique. Parce que mon télescope est dehors, il n'y a pas de problème, je peux rentrer mon télescope. Ça, c'est pas un point de vue équilibre thermique, c'est pas un problème comme tel. Aussi, je choisis une étoile près du zénith pour prendre mon observation, parce que c'est sûr que si je mesure en haut, des fois 8 sur 10, je peux aller au plein d'horizon, ça va peut-être 2, 3 sur 10. Parce que là, je vais regarder au-dessus des maisons, au-dessus de toutes sortes de turbulences locales qui peuvent faire, puis qui créent de la turbulence verticale. Alors, si je regarde directement au zénith, je ne suis pas trop perturbé, ou j'espère pas trop, en tout cas, pour rendre des observations inutiles. Tu décris un petit peu le genre de ville dans laquelle tu... Moi, je demeure à Laval, plein centre-ville de Laval. Je dois dire que c'est un beau développement. Au nord et à l'ouest, chez moi, c'est pratiquement un boisier. Pas trop loin, il y a quelques pâtés de maisons, mais pas trop loin à l'ouest, c'est un boisier. Puis au nord, c'est un boisier aussi. Alors, je suis au bord, mon observatoire est situé assez près de la rue, comme tel, pour avoir tout mon ciel du sud dégagé. Je me suis souvent posé la question si je ne faisais pas cet ouvrage-là pour rien, étant donné que j'étais en ville comme tel. Mais j'ai pensé que le fait que j'observe vers le zénith, les résultats devraient être crédibles. Observer peut-être à 30-45 degrés, probablement, ça ne sera pas crédible comme tel. Mais par contre, si vous allez en campagne, c'est pas mieux aussi. Parce qu'en campagne, par exemple, l'hiver, il y a de la neige au sol, mais les places où il y a beaucoup de forêt, la forêt est noire, il n'y a plus de feuilles comme ça, du coup, l'albédo est beaucoup plus faible durant l'hiver, les zones où il y a de la forêt. Alors, il y a plus d'emmagasinage de chaleur, il va y avoir beaucoup plus d'emmagasinage de chaleur durant la nuit comme tel, qui va être dégagé durant le jour, la pause du soleil, qui va être dégagé durant la nuit. Alors, le phénomène, à mon avis, qu'on soit campagne ou ville, j'ai pensé que c'est vraiment pas un problème ici, dépendamment de ce qu'on dit. Parce que en ville, on va avoir le problème sur l'asphalte, les maisons, mais en campagne, ça va être les arbres, parce qu'ils ont plus de feuilles l'hiver, mais même l'hiver, même l'été, les feuilles vertes, l'albédo, c'est de l'ordre de 2 ou 3. Alors, il y a pas mal d'absorption d'énergie là-dedans. Alors, OK. Alors, aussi, ce que je veux faire pointer, c'était l'année assez désastreuse. Quand même, parce qu'il y a eu seulement 9% que j'appelle, à force, moi, chaque fois que j'observe une étoile de seeing, je mesure le seeing, après ça, s'il y a une planète qui est visible, Saturne, Jupiter ou Mars, je vais voir. Puis je fais une comparaison, tel seeing, je vois telle chose de la planète. Puis j'ai rendu de telle façon qu'à un moment donné, je regarde une planète, je sais déjà ce que je vais voir en haut. Quand je vais aller voir une mesure de seeing, je suis capable de faire déjà la correspondance. Alors, ce que j'observe, c'est que dans la plupart du temps, quand on a le code 8, 9 et 10, c'est vraiment excellent, c'est là qu'on est vraiment, on est excité, qu'on voulait que tout le monde puisse regarder dans le télescope. Quand j'ai la cote de 5, 6 et 7, c'est moyen, c'est ce qu'on voit presque tous les jours. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est plaisant. Le public va regarder là-dedans, ça va être beau. C'est ce qu'on est habitué de voir.
Puis la cote mauvaise, c'est 1, 2, 3 et 4. C'est pauvre. Quand on regarde, quand tu bilances dans cette catégorie-là, souvent, c'était très désappointant. Quand on regarde une planète planétaire, c'est très, très désappointant souvent. Puis souvent, tu as le goût de fermer aussi. Tu avais des gens chez vous qui oubliez ça, des fois, c'est meilleur. Alors, ce qui est surprenant cette année-là, 45% des observations étaient pauvres, ce qui est énorme. C'est une observation sur 2, une nuit sur 2. 46% c'était moyen, et seulement 9% c'était bon. Une nuit sur 11 qui était bonne. Une nuit sur 11 qui était bonne, c'est vraiment pas beaucoup. Si quelqu'un sort son télescope 11 fois dans l'année, il va avoir une chance d'avoir un bon signe. S'il est malchanceux, juste pour battre pour lui. Alors, ici, vous avez l'année suivante. Ça s'est amélioré. La deuxième été, l'année du 13 juin 92 au 12 juin 93, c'était amélioré parce que les prévisions pauvres, ça passait à 26%. Alors que les moyennes, c'est à 64%. Donc, c'est vraiment, donc, pas le temps où je suis sorti, vous avez pas mal des chances que ce soit moyen comme observation. Puis, si vous aviez une chance sur 10, un petit peu mieux que l'année précédente. Que ce soit excellent comme tel. Puis, OK. Peut-être aussi, j'ai oublié de mentionner aussi les. Je vais commencer à accélérer. Je vais juste pointer aussi, c'est que le pire mois pour le seeing, c'est le mois d'octobre, où la moyenne a été de 3,8 sur 10. Ça, c'est le pire mois. Puis le meilleur mois, c'est le mois de février. 6,1. Pardon? Pardon? Le mois prochain va être bon, Alors que l'année après, ici, ben là, le mois d'octobre tellement pourri, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 3 semaines, c'était complètement nuageux, point final. Le mois d'octobre était très oublié. Il y a eu peut-être 2 nuits, j'étais trop paresseux pour sortir. L'observation, peut-être j'aurais dû sortir. Mais on retrouve encore le même scénario. Mois de février, encore le meilleur mois, 6,3. Avec avril, 6, ça m'a grande surprise ici. Ça, vous ne le donnez pas pour l'année prochaine. Non. Ici, vous avez la moyenne des 2 années ensemble. 2 ans d'observation, du 13 juin 91 jusqu'au 12 juin 93. Alors, au total, pour les 2 années, ça donne 53% de moyenne, 38 pauvres et 9% d'excellents moyens. Ici, la raison pour laquelle je n'ai pas voulu en faire dévoiler mes résultats avant, parce que même les résultats que je vous présente actuellement, c'est préliminaire encore, puis à un moment donné, vous passez au moins 3 saisons pour vraiment savoir, 3 années complètes pour avoir une justesse des données, parce que comme vous savez, les étés ne se ressemblent pas, on a juste été l'été passé. Alors, l'été comme l'été passé, mais il y a 1 an, c'était pourri, c'était frais, il y a beaucoup de turbulences aussi, c'était pas tellement bon. Alors que cet été, par exemple, il y a eu beaucoup de circulation très faible à l'altitude, un été comme on doit savoir au Québec. Le ski était très bon cet été, on a eu beaucoup de plaisir à se faire du planétaire cet été comme tel. Alors, les années se suivent, ne se ressemblent pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs années, au moins 3 ans, pour arriver à des conclusions. Vraiment c'est ça qu'on a au Québec. Oui, non. Alors là, au moins, j'ai 2 ans quand même, on commence déjà à voir le scénario. L'année prochaine, ça va être encore plus complet. Alors, ici, ce sont les résultats. Les 2 années. Et j'ai mis graphiquement ici ce que ça donne. Le seeing, on commence le mois de juin avec un sommet. Le seeing diminue pour atteindre le minimum au mois d'octobre. C'est quasiment arrangé pour le début, la semaine de ligne droite. Après ça, le seeing va augmenter tranquillement la qualité du seeing pour atteindre le maximum au mois de février. Et pour diminuer, osciller autour de 5, jusqu'au 5,5 jusqu'au mois de juin. Alors, il semble quand même avoir un cycle annuel dans le seeing. Ça, c'est ma grande surprise. C'est une grande surprise, j'étais aussi content de voir qu'il y avait un cycle. Il semble avoir un cycle où il y a vraiment un minimum au mois d'octobre et un maximum au mois de février. Oui. Pour chaque année, on marque un cycle annuel.
Non, ça n'a rien à voir, pleine lune ou pas de pleine lune. Je dois dire que j'ai vu des observations aussi là-dedans qu'il y avait des nuages. D'autres mots, c'est qu'il y a un ciel partiellement brisé, puis on peut voir les trous. Je mesurais ces lignes là-dedans parce qu'on peut faire du planétaire aussi. À ma grande surprise, oui et non, c'est qu'une des meilleures nuits d'observation que j'ai faites, c'était au travers des nuages. Le nuage, c'était du l'altostratus, du nuage moyen. Puis ça, c'est plutôt le cirrostratus, c'est un nuage très haut et uniformément, c'est des nuages minces, on voit c'est un blanc continu, on voit aucune convection, il n'y a aucun, juste le mot anglais, rien ripple. Il n'y a aucune blague, c'est vraiment un flot total. Puis observer là-dedans, c'était tout à fait merveilleux, puisqu'en plus, ça se voit comme un filtre naturel. Ça réduisait la luminosité de Jupiter, ça nous permettait de voir les détails absolument incroyables. Vous avez en bas ici, en fonction de ce que vous avez ici, le nombre d'observations que j'ai faites pour chaque donnée. Les nombres de lignes noires que vous avez, ce sont les écarts types. D'autres mots, c'est l'écart moyen, si on veut, qu'on peut retrouver de chaque côté. D'autres mots, on a 6, mais on a essayé de 6 en moyenne durant le mois, mais un écart de plus ou moins peut-être 1,5. Des fois, on retrouve, la plupart du temps, on retrouve peut-être, ça peut aller jusqu'à 7,5 et 4,5. Ici, j'ai le nombre d'observations en fonction du seeing. Alors, le code 6, lui qui l'emporte durant les 2 années. C'est là que j'ai eu le plus d'observations avec cette cote-là. On a pratiquement une petite cloche de poisson ici, c'est plus qu'on voit le statistique. Alors, c'est du point de vue statistique, peut-être ça veut dire que les résultats ont probablement du sens. Comme j'ai dit, ça c'est des 3 derniers mois, juin, juillet et août, où ça a été nettement amélioré, le CI était nettement meilleur aux années précédentes. J'ai eu un autre code 10 sur 10 le mois d'août dernier, je ne me souviens plus de la date, je pense que c'est le 13 août dernier. Ici, je rajoute ces nouveaux points-là à mon graphique. Ce que ça fait, c'est que le mois de juin, durant l'été ici, ce que j'avais comme graphique tantôt ici, ça s'est modifié légèrement. Durant l'été, on retrouve une bosse au lieu d'un petit creux ici comme ça. Mais quand même, la tendance est toujours la même, c'est diminuer tranquillement vers le minimum pour le mois d'octobre. Alors ça, c'est des données plus récentes que j'ai, jusqu'au 31 août. L'écart type, j'ai mis sur le graphique, c'est intéressant, parce que vu que l'été, c'est une atmosphère qui bouge beaucoup moins que l'hiver, on trouve que l'écart type, justement, le mois de juin, juillet, est beaucoup plus faible que l'écart qu'on retrouve plus loin de la moyenne, où ça se propage chaque côté de la moyenne, plus ou moins des observations. On trouve que, généralement, quand j'observe, par exemple, le code 6, c'est pas mal ça qu'on a au mois de juin. D'autres mots, ça ne varie pas d'une nuit à l'autre. Vous allez pas mal retrouver le même type d'observation, le même type de seeing. Par contre, si vous allez au mois d'avril, où c'est à peu près 2,6, c'est énorme. Alors, vous pouvez sortir un soir, c'est pourri, et dans le lendemain, c'est extrême, c'est bon. Ça a des très grandes variations dans le seeing. Alors, l'été, les variations sont beaucoup plus faibles que ici, on peut voir l'hiver. Ce qui est normal aussi, c'est ce que je m'attendais. Sinon, j'aurais été assez découragé. Ici, maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction des vents, c'est ce que ça donne, le seeing en fonction des vents. Le nombre de points, c'est finalement avec les vents du nord-est, j'ai vu 2 fois le cote 1, vent du nord, 2 fois cote 1, la cote 1, etc. On voit quand même, il semble y avoir un certain pattern avec les directions des vents. On voit que, pour les turbulences, toute la section ici vers le haut, ici, les vents ouest, sud-est et est, on ne trouve pas de seeing très mauvais avec ce genre de vent. Alors, puis moi, ça, c'est des données que j'ai. Ce que je faisais chaque fois, lorsque je pouvais, lorsque je faisais l'observation du seeing comme tel, lorsque je travaillais dans le main, j'allais sortir les données météorologiques.
Donc, des cartes de niveau, surface, 5 000 pieds, 10 000 pieds, 20 000 pieds, 30 000 pieds, les vents, les températures, toutes sortes de levels. Alors, j'ai pu essayer de faire des comparaisons, pour essayer de trouver ce n'est pas des corrélations quelconques avec certains éléments météorologiques. Alors, ce que ça donne ici, c'est que le meilleur seeing, on le trouve avec les vents du sud-ouest. Parce que avec le vent du sud-ouest, je trouve une moyenne de 6,3. Puis aussi, encore mieux, parce que les vents sont calmes. Le seeing est de 7,6 en moyenne, ce qui est énorme. En d'autres mots, c'est que vous avez vraiment un calme plat. Vous ne pouvez pas sentir aucun vent. Vous mouillez votre voix et vous ne sentez absolument aucun courant d'air. Il y a de fortes chances que le seeing soit assez bon. D'autres mots, il faut faire attention, vous êtes dans deux buildings, il n'y a pas de vent. Il faut être exposé au vent dans un champ aussi. Là. Ce que je parle, c'est vraiment le vent observé, où aucune obstruction autour de vous, il n'y a pas d'arbre, c'est dans un champ vraiment ouvert. Et le pire seeing, on le trouve avec les vents du nord. Avec les vents du nord, on a une moyenne d'environ 3,2. C'est quelque chose à retenir comme tel. Puis il y a le vent du nord, oui. Quand le vent est d'est, c'est pas si. Le vent d'est, le gros problème, c'est qu'à Montréal, il n'est pas bien vu. C'est un vent assez rare à Montréal. Le vent d'est. On a beaucoup de vents du nord-est. On a la vallée du Saint-Laurent est orientée nord-est-sud-ouest. C'est les vents qui sont prédominants. Comme avec Goldville, les vents prédominants, c'est l'est et ouest, parce que la vallée est orientée est-ouest comme telle. Golbo, j'imagine, vous autres, vous avez des vents un peu de pied bas, peut-être un peu comme Rotterdam. C'est pas des vents d'est à Montréal, ça va être des vents de tempête. Un vent d'est à Montréal, ça va être momentané, ça va être, quand les vents vont passer du nord-est au sud, là, ça va durer peut-être une heure ou deux, c'est fini. C'est quelque chose qu'on voit pratiquement. Alors, en tout cas, dans les voies, la division EFT, les divisions d'aviation, on met jamais de vent d'est. Ça n'existe pas à Montréal. Ici, c'est la fréquence en pourcentage de la scintillation d'étoiles. Faite de la Lune. Dans d'autres mots, j'ai pris les codes 8, 9 et 10. Les meilleurs signes, d'ailleurs, que je vous ai demandé, c'est quand c'est code 8, 9 et 10, c'est là que quand j'essaie de l'Internet, c'est meilleur. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé voir dans ces cas-là, point final, quel vent que j'avais en surface. Quand c'est excellent, on s'amuse quand on fait l'astronomie de telle terre. 55% du temps, c'est les vents du sud-ouest. 25% du temps, c'est des vents calmes, 10% du temps, c'est des vents d'ouest, etc. Par contre, extrême, quand c'est vraiment pourri, comme turbulence atmosphérique, là, c'est des vents du nord-est qui l'emportent, 30% du temps, vent ouest, nord, 19%. On trouve quand même des vents du sud-ouest aussi. C'est pas dire que le vent du sud-ouest égale nécessairement bon signe. On parle des vents du sud-ouest, mais on va avoir de la pourriture. Mais c'est seulement dans 15% des cas. La raison, justement, pour répondre à cette question, ça, vous avez la rose des vents de Montréal ici. Alors, vous pouvez voir que les vents sont surtout du sud-ouest et nord-est, c'est des composantes de l'ouest à cause du sud-ouest. Alors, les vents d'est, on trouve ça moins que 5%, à peu près 2,5% du temps. La raison pour laquelle j'ai étudié la causerie ici pour la vallée de Saint-Laurent, c'est que pour la vallée de Saint-Laurent, qu'on va connaître à Québec, ça c'est Gatineau plutôt que d'Ottawa, c'est plutôt la ville d'Outaouais. Même la ville d'Outaouais comme telle, les vents peuvent s'orienter est-ouest, selon la ville d'Outaouais. C'est pas beaucoup de variations de Montréal. Là, c'est nord-est-sud-ouest. Là, c'est assez près. Donc, les conclusions devraient être pas mal être les mêmes. Ça peut être légèrement différent pour l'Outaouais que pour Montréal, comparativement à la vallée de Saint-Laurent, mais ça devrait être assez près quand même. Mais si on va maintenant à Québec, ça c'est la rose des vents, c'est l'aéroport de Lorette, c'est ça, Québec. Alors, je vais voir, ça c'est la même chose que vous voyez à Montréal tantôt. Alors, les résultats devraient être, si quelqu'un qui s'amuserait à prendre des signes à Québec, devrait arriver pas mal. J'imagine, en tout cas, je prends comme hypothèse qu'il arriverait le même résultat que moi. J'ai ici la même chose, ça c'est la Godville, c'est la vallée du Saguenay. Les vents sont confinés le long de la vallée du Saguenay. Par contre, ça c'est Roberval, ça ressemble moins. Peut-être les résultats pourraient varier, les pourcentages pourraient varier.
Ça fait 15-20 shots que je prends. Bécomo, qui ressemble à Montréal. Par contre, il y a plus de prédominance de vent du nord-ouest. Et nord, le signe peut être un peu plus mauvais qu'ici. Et c'est cette île prédominante des vents d'est, c'est un effet local, simplement, cette île. Alors, mes conclusions ne pourraient pas s'appliquer à cette île, à mon avis. Il y a des gens de cette île, de la Basse-Côte-Nord, vous pouvez peut-être oublier ce que j'ai dit. La même chose pour les gens de Val-d'Or. Il y a des gens de Val-d'Or ici. La rose des vents est assez différente de Montréal. On avance. Je sais pas, Sherbrooke. Non, Sherbrooke, il y a du monde de Sherbrooke ici. Donc, Sherbrooke, les vents prédominants sont assez semblables à Montréal et Québec aussi. Alors, les conclusions pourraient s'étendre sur Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on voit maintenant avec les seeing? J'essaie de faire ce que je vois dans mon télescope, et puis moins. Seeing, cote 1 et 2, c'est un peu ce que Galilée voyait. On a de la misère à voir les anneaux. Finalement, j'ai vu une situation un soir, cette cote 1, là, des bandes noires ici, de chaque côté, j'avais la misère à les voir. Vous pouvez dire que ça, c'est pourriture totale. Vous pouvez voir la pourriture totale, c'est quasiment aussi rare aussi qu'un seeing de 10 sur 10. Ça n'arrive pas souvent. Tout à l'heure, vous avez vu la fréquence, c'est comme la coupe de poisson. C'est aussi bon d'un bord que l'autre. J'ai déjà eu un seeing, j'ai mesuré, cette soirée-là, on peut mesurer en secondaire, je peux mesurer à 5 secondaires. C'est vraiment une pourriture. Et le travail, on ne voit même pas les étoiles principales du travail, vous dire. 3 sur 4, on commence à dire, on est capable de dire que la nuit, on passe en avant. Si c'est en haut ou en bas, ça passe en avant. Saturne 5, 6, 7, quand c'est moyen, là on voit plus de détails, on voit l'anneau, on peut voir la vision de Cassini. La vision de Cassini est peut-être un peu perturbée à cause des ondes, mais en général on la voit bien. Et la cote 8, 9, 10, c'est quelque chose d'assez typique. Alors la vision de Cassini, on ne se pose plus de questions. On peut même voir donc, des petits détails sur la planète, des taches blanches, etc. Jupiter, la même histoire. 1 et 2, si on peut voir ces deux bandes. 3 et 4. Jupiter était beaucoup plus grosse que Saturne. C'est plus facile d'avoir les détails. Le signe peut-être mauvais, on a une cote de 5 sur 10. On s'amuse avec Saturne, avec Jupiter. Mais Saturne, c'est très décevant quand le signe est même moyen. Signe moyen, Saturne, Jupiter, on s'amuse. On peut voir plusieurs détails, mais c'est loin d'être, vous savez, quelque chose de moyen comme tel, comme signe. C'est loin d'être ce qu'on peut voir. Lorsque le signe est 8, 9 et 10, là, c'est vraiment. Il y a tellement de détails sur Jupiter qu'on n'est pas capable de le dessiner comme tel. Ici, la prochaine diapo, c'est simplement une photocopie des dessins que j'ai fait d'observation. Le signe de Mars en haut, signe 8 sur 10, ça c'était le 21 janvier 1993. Le diamètre, il faut le marquer ici, que le diamètre était de 14, seconde date, c'est très petit. C'était pas une position favorable. Alors, regardez, je grossissais. Quand le signe est très bon, comme de raison, on peut grossir. Quand le signe est 8, 9 et 10, on peut grossir au maximum 400 fois, 450 fois, on peut le booster, pas de problème. Par contre, si le signe est moyen, seulement c'est 200 fois. On peut aller au-delà de ça, c'est désappointant. Puis quand le signe est mauvais, 100 fois, c'est vraiment le maximum qu'on peut aller. Alors, ça donne une idée de ce qu'on peut voir sur Mars. On peut voir des couleurs apparaître, c'est vraiment, on voit du bleuté, du jaune, on peut voir du beige, du blanc, il y a vraiment du contraste. La même chose pour Jupiter ici, 233 fois, le 9 sur 10, c'était le 28 avril 1993. Alors les détails, dans ce secteur-là, ici entre les deux bandes, il y a tellement de détails, c'est tout simplement pas dessinable. Oui? Si j'ai le choix d'un site d'observation, quel site idéal pour essayer? Tantôt, il y avait des problèmes avec les arbres, les maisons. Disons que tu avais le choix d'un site au-dessus de l'eau, quelque chose comme ça, au-dessus du bord de l'eau. Il me reste mon téléphone après. OK? Parce qu'il me reste juste une minute, juste flyer, deux petites choses encore. Juste avant de terminer, j'ai essayé, par contre, dans mon étude, ici, ce que j'ai fait, j'ai eu des grandes déceptions aussi. Ce que j'ai essayé de faire, c'est juste un mot plutôt précis. J'essaie de trouver des corrélations. Ça, c'est genre, par exemple, ça, c'était une soirée. Ça, c'est 10 sur 10, cette soirée-là.
soirée de 10 sur 10, ça a eu lieu le 14 septembre. Non, c'est pas ça. Ouais. Ah non, ça c'est moi qui l'ai fait. En tout cas, ce que j'essayais de faire, c'est essayer de trouver un patron. Parce que mon but, moi, là, en faisant ça, c'est essayer de rendre accessible aux amateurs des façons pour prévoir. C'est ça mon but, c'est de prévoir. C'est une soirée, hey, ce soir, la sortie dehors, c'est bon. Essayer de prévoir ce genre de signes-là. Mais je suis plutôt déçu des résultats que j'ai. Assez que j'ai des difficultés à trouver des conclusions. Trouver des patterns, ok, j'ai déjà parlé d'Omega Block, ça va, mais au Québec, on n'a pas d'Omega. Les Omega Block, une fois que c'est rentré au Québec, c'est déjà été foiré, c'est déjà parti. Ça, c'est quelque chose pour l'Ouest canadien, pour les prairies, la Colombie-Britannique. Quand c'est rendu sur nous autres, on a une journée ou deux, c'est fini. Puis, la situation, une conclusion que j'ai pu retrouver, dans ce cas ici, par exemple, justement, ici, c'est un 10 sur 10, c'est un 5 sur 5, c'est 10 sur 10. Ce qu'on avait, lorsque j'ai observé à Saint-Zoulou, Montréal est situé ici. On était au plein milieu de la crête. Plein milieu, si on veut, de maximum de pression. C'est là que l'atmosphère subside le plus fort. C'est là que ça subside très fort. L'air est asséché tellement qu'on a des écarts de la température du point de rosée de 30 degrés. Et cela, de la surface pratiquement, jusqu'à 20-25 000 pieds d'altitude. Parce que quand ça subside, l'air subside, parce que c'est à tous les niveaux, l'air s'assèche. Si l'air est asséché, il n'y a pas d'humidité dans l'air. Ben, c'est des variations de densité de l'air beaucoup moins probables, si on veut. C'est sous l'humidité qui fait varier l'indice de réfraction que je vous parlais tantôt. Alors, s'il n'y a pas d'humidité dans l'air, alors le signe devrait être meilleur, même s'il y a des circulations, parce que regardez, dans ce cas ici, il n'y a pas de circulation en surface, mais si on le voit ici à 5 000 pieds, 10 000 pieds, 20 000 pieds, les lignes que vous voyez en noir ici, plus c'est serré, ces lignes-là, plus c'est venteux. Ici, avec un gradient, comme vous voyez ici, des hauteurs qu'on appelle, on a un vent de près de 60 nœuds, ou 60 000 à l'heure environ. Tandis qu'ici, à 700 millibars, à 10 000 pieds, on aurait des vents d'ordre d'à peu près 25 nœuds, ici à peu près d'ordre de 15 nœuds ou 1000 à l'heure, c'est la même affaire. Alors, même ça circule, il y a de la circulation de l'altitude, à cause c'est tellement sec, le signe était parfait cette soirée-là, 10 sur 10, ça ne bougeait simplement pas, c'était époustouflant. Par contre, peux-tu me donner 2 minutes encore? Non, je vais te donner un petit truc aussi. Un petit truc terminé. Ah ouais, tiens. Bon, là, c'est un petit dernier mot, là. 15 minutes entre les conférences, 2 minutes encore. En tout cas, ce que je veux arriver, c'est que, faites l'observation planétaire, c'est que c'est beau faire le foyer, mais des fois, vous pensez que vous faites le foyer, mais vous n'êtes pas au foyer. C'est que la tolérance d'un foyer, c'est très petit, et ça, selon l'ouverture du télescope. Vous savez, F1.5, c'est 2 millièmes de millimètre. La tolérance, pour vous mettre l'oculaire, si on veut, c'est 2 millièmes de millimètre. C'est petit, ça. Pour un F10, comme la plupart des gens ont, c'est assez commun, la tolérance, c'est 0.1 mm. 1 dixième de millimètre, c'est encore très petit. Mais c'est pire pour les chenilles de Cassegrain et pour les autres télescopes comme tels, parce que c'est le miroir primaire qui bouge, fait le foyer. Puis le miroir primaire, lui, si on bouge le miroir primaire de 1 mm, fait le foyer, puis on bouge le miroir millimètre, puis c'est le miroir. Qu'est-ce qui arrive? Fait le foyer, simplement. Absolument, Newton, c'est une monture à crémaillère, là, on bouge, ça monte, ça descend. Mais le télescope chenille de Cassegrain, c'est une vis micrométrique qui fait avancer le miroir ici. La lumière arrive sur le miroir, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des miroirs au fond, qui rebondit la lumière sur le miroir secondaire, qui arrive en arrière, on met l'oculaire en arrière ici, pour observer où on observe. Pour faire le foyer, on vérifie la distance entre les deux ici, ça fait bouger le foyer en arrière, puis on arrive à faire la mise au point du télescope. Ce que je veux en venir, c'est que si on bouge de 1 mm, la distance entre ces deux miroirs-là, l'autre bout, ça bouge de 25 mm. Le foyer bouge de 25 mm. Un facteur de 25. Alors, si avec là, je vous l'ai dit, .F10 et 0.1 mm, on arrive qu'il faut déplacer, pour arriver à cette précision-là, il faut bouger le miroir primaire de 0.004 mm
pour arriver au foyer précis. C'est petit, ça, là. Là, je me suis amusé à, juste avant de partir ici. Si on prend une vitesse micrométrique à 3,840, c'est ce qu'on trouve sur les chenilles de Casgrain. On arrive, excusez-moi, finis mon histoire. 1,37, il faut faire 1,37e de tour pour arriver à cette position-là. Dans d'autres mots, quand on fait le foyer final, c'est 1,37e de tour. C'est vraiment petit. En d'autres mots, c'est. Excusez-moi, c'est 1/150e de tour. Vous oubliez ça en bas. C'est 2,5 degrés. D'autres mots, c'est plus ou moins 1,25. Plus ou moins, quasiment plus ou moins 1 degré de part et d'autre. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens de Smith Casgrain à avoir un foyer automatique, mécanique. Ce n'est pas un luxe, mais c'est pratiquement une nécessité. C'est pratiquement une nécessité. Et là, ce que j'observe, les Jupiter, pour arriver les détails, comme je vous parlais tantôt, pour arriver à toute fin, c'est des petits mouvements de rien. Je regarde, clic, clic, je monte le bouton électronique, à peine si ça bouge, puis d'un coup, c'est simplement par magie, paf, l'image apparaît devant nous, et tout devient clair. C'est très faible. Ceux qui n'en ont pas, une autre façon d'y arriver, c'est de mettre un barreau. Parce que si vous mettez un barreau, la F10 par exemple, vous bougez ça avec un 2X, où la tolérance diminue de 0,1 à 0,4. Si vous mettez un barreau de 2X, ça va passer de 0,1 à 0,4, et là, vous allez pouvoir, avec 1/37e de tour, ou encore les 10 degrés, plus ou moins 5 degrés. 30 diapositives, ça devrait durer à peu près aussi une quinzaine de minutes. On va essayer d'être bref, puis je sais que le programme est chargé. Merci. Si vous permettez, je ne prendrai pas de micro parce que j'ai une bonne voix, vous allez le voir. Comme je n'ai pas le talent de M. Raël et ni sa volubilité, je vais me contenter pour ma première conférence de vous lire un texte. S'intitule La pollution lumineuse, un défi à relever. Chacun de nous dans cette enceinte est infecté par un virus. Ça commence drôlement, mais vous allez voir, je vais y arriver. Un virus devant lequel les défenses naturelles de l'organisme ont démissionné. Les uns en sont l'autre depuis peu, d'autres depuis de nombreuses années, et certains même depuis le plus tendre jeunesse. Ce virus nous empêche parfois de dormir jusqu'aux petites heures du matin, alors qu'il enferme en nous une passion jamais assouvie, et j'ai nommé l'amour de l'astronomie. Et il faut bien le dire, la passion de l'astronomie, tout comme la maladie, frappe sans distinction de classe, de sexe ou d'âge. Elle nous laisse, suite à nos longues nuits de veille, un teint blafard, des yeux tirés, des traits tirés et des yeux exorbités. Mais là où elle se distingue de sa triste compagne, c'est qu'elle accroche à nos lèvres un sourire de satisfaction, de béatitude même. Elle nous livre à l'oculaire alors que d'innombrables photons viennent graver sur nos rétines les fabuleuses images de l'univers. Mais trêve de poésie. Pendant que nous étions soudés à l'oculaire, une menace insidieuse s'est glissée entre nous et le ciel étoilé. En fait, elle s'est plutôt infiltrée, incorporée comme une toile de fond à nos spectacles nocturnes. C'est la pollution lumineuse. L'augmentation croissante de la population mondiale, l'urbanisation accélérée et la prolifération des voies de circulation automobile ont entraîné leur corollaire inévitable, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, du sous-sol et celle qui nous intéresse plus particulièrement, la pollution lumineuse. La pollution lumineuse pourrait être définie comme une lueur générale qui masque la noirceur du ciel nocturne et qui est provoquée par la diffusion par les molécules d'air et de vapeur d'eau de l'atmosphère de la lumière émise par les divers éclairages urbains. La situation pour les grands observatoires professionnels, tout comme pour les astronomes, apparaît catastrophique, en particulier dans les régions environnant les zones urbaines. C'est le cas de l'Europe à cause de la forte densité de population, mais de plus en plus aussi de l'Amérique du Nord. Ici même, la pollution lumineuse étend ses tentacules à un rythme effarant, menaçant même la région de l'Observatoire du Mont-Mégantic, où une zone potentielle de développement est en train de naître, comme l'illustrait si bien la carte de la pollution lumineuse parue dans un article de Roger Gagnon dans la revue Astronomie Québec de janvier-février 1993. Certains diront, et c'est là l'argument qui nous a le plus souvent servi, cela est inévitable, et nous n'y pouvons rien.
D'ailleurs, comme le souligne Jean Kowalewski dans son article Les pollutions du ciel et les astronomes, paru dans le numéro de juin de 1993 de la revue française d'astronomie, à chaque Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, les clés d'alarme sont lancées sous forme de résolution, dont il faut bien dire que, sauf pour certaines demandes très spécifiques des radioastronomes, l'impact est quasiment inexistant. Alors, me direz-vous, devant cette avalanche de sources de pollution lumineuse, nos amis les pessimistes ont raison. Il n'y a rien à faire, vendons nos télescopes pendant qu'il est encore temps. Je serais porté à acquiescer à cette déclaration, mais ce serait sans compter sur l'existence, depuis février 1988, d'une organisation dont les actions ont fini par porter fruit, ici même en Amérique du Nord. Cette organisation est l'International Dark Sky Association, mieux connue sous le vocable de IDA. Cette organisation a choisi d'aborder le problème sous l'angle des économies d'énergie et donc d'argent que peut faire réaliser le remplacement des systèmes d'éclairage actuels inefficaces par un éclairage plus efficace, moins énergivore, donc moins coûteux et moins polluant visuellement parlant. L'utilisation de luminaires de type défilé ou cut-off, dans l'expression anglaise, dont la conception fait en sorte que la lumière soit dirigée vers le bas, là où elle a toute son utilité, permet d'atteindre cet objectif. Par cette approche originale, l'IDA a obtenu des victoires non négligeables contre notre ennemi commun. On peut citer le cas de l'observatoire de Kitt-Peak, où la brillance du ciel est de 3 fois moins importante que si rien n'avait été fait pour freiner la progression de la pollution lumineuse. C'est en prenant connaissance de leur texte et de leur succès que m'est venue l'idée de la création au sein de la FAQ d'un comité ciel noir dont la philosophie et les moyens d'intervention s'inspirent de ceux de l'IDA. Nous ne sommes pas contre l'éclairage utilitaire et sécuritaire, mais contre les systèmes d'éclairage mal conçus ou mal installés, donc énergivores et visuellement polluants. C'est donc un appel à la mobilisation des astronomes professionnels et amateurs du Québec que le comité ciel noir de la FAQ lance. Nous pouvons et nous devons faire quelque chose dès maintenant. Il en va de la survie à long terme de nos organisations et de nos lieux d'observation. Quand je parle de survie, je ne parle pas nécessairement de disparition, surtout dans les régions où l'urbanisation est moins évidente. Mais je parle de non-progression, d'étiolement, de désaffection à long terme, de non-renouvellement des effectifs de la communauté astronomique. Il faut songer que les grands centres urbains constituent des bassins de renouvellement du membership des plus importants. Mais si nous ne savons pas préserver des lieux d'observation potables et relativement accessibles, alors nous nous interdirons d'élargir notre base et d'assurer notre survie. Cela est possible. Songez que grâce aux efforts persévérants de l'IDA, il est aujourd'hui possible de voir la Voie lactée dans une ville de 700 000 habitants. Il s'agit de Tucson, en Arizona. Dans cette démarche que nous entreprenons, la FAQ, par l'entremise du comité ciel noir et de ses clubs participants, devrait être en mesure de s'affirmer comme un organisme majeur dans la mise en place des premiers jalons de cette lutte qui va se dérouler sur plusieurs années et sur plusieurs fronts. Car il est vrai, la tâche est immense, l'ennemi tentaculaire, et j'ai pu, dans la démarche que j'ai entreprise il y a quelques mois, m'en rendre compte. Pour bien illustrer les données du problème, j'aimerais vous énumérer la liste des plus grands pollueurs de la ville de Montréal, telle que compilée par Rubenstein du Planétarium d'Or, dans un article paru dans la revue MTL d'avril 1993. Chacun pourra appliquer ce qui suit à sa propre municipalité, et c'est un exercice auquel je vous invite, et en tirer une liste qui s'applique aux conditions locales. En premier lieu, les lumières des rues. Les lumières décoratives en forme de globe sur les rues commerciales, comme la rue Sainte-Catherine, sont les pires, mais la plupart des installations de ce type laissent filtrer la lumière vers le ciel. En deuxième lieu, les lumières des terrains de jeu et des stades, particulièrement les lampes aux halogénures métalliques éblouissantes ou aux vapeurs de mercure. Troisièmement, les lumières industrielles. On peut donner l'exemple des énormes lumières sans écran protecteur qui éclairent la cour de triage du dépôt de conteneurs Turco près de Ville-Saint-Pierre, par exemple. Elles illuminent le ciel et on peut les remarquer jusqu'à au-delà de 50 km dans la région frontalière des États-Unis, près de Covey Hill. Les lumières de sécurité qui poussent comme des champignons, comme celles des concessionnaires d'auto, des places d'affaires et des maisons résidentielles. Mal contrôlées, elles éclairent chez les voisins et elles contribuent à la brillance du ciel urbain. Et en cinquième lieu, une liste des 5 grandes tours commerciales, soit la tour de la Bourse, qui avec ses 4 immenses projecteurs éclaire le ciel directement, le 100 ouest de la Gauchetière qui loge Téléglobes Canada, la place Ville-Marie,
avec sa lumière rotative sur le toit et ses lumières en forme de globe au ras du sol, cette ville-allée est clairement polluable. Aménagement First Cliff, 600 watts de maison neuve, de brillants projecteurs intérieurs, illuminent vers le haut à travers son toit en forme de pointe distinctive. Anciennement, c'était la location de la maison des coopérants. Et finalement, IBM Marathon Building, 1250 René Ouest. Les minces lignes de cette tour à bureau apparaîtraient tout aussi bien si elles étaient éclairées du haut vers le bas. Comme on voit, c'est tout un programme si on veut arriver à mettre un frein à cette orgie de gaspillage de lumière. Fort heureusement, ici au Québec, nous ne partons pas de rien puisque nous avons la chance de pouvoir compter sur l'existence providentielle d'un programme mis de l'avant par Hydro-Québec et qui s'intitule Programme de conversion d'éclairage public. Ce programme, si nous avons en utilisé les possibilités, peut servir d'amorce, de locomotive même dans notre campagne contre la pollution lumineuse. Il peut nous permettre de nous attaquer à un des grands polluants, cité en tête de liste compilée par Goodman-Stein, c'est-à-dire l'éclairage des voies de circulation automobile. Le programme vise à une utilisation plus rationnelle de l'énergie électrique par la conversion au sodium haute et basse pression des systèmes d'éclairage actuels. Une aide financière qui couvre une partie de l'étude technico-économique pour analyser la faisabilité du projet. De même qu'une contribution pour financer une partie des travaux de conversion qui sont accordés aux municipalités qui en font la demande. La haute efficacité des luminaires au sodium permet des économies d'énergie de l'ordre de 40 à 60 comparativement aux autres types de lampes, sans diminuer la qualité de l'éclairage. Elle permet même d'améliorer si on applique certaines règles d'installation comme nous le verrons plus loin. Voilà une argumentation de taille pour inciter une municipalité à modifier son système d'éclairage actuel. Ce programme a pris son envol il y a un an, en septembre 1992, pour se terminer au 31 décembre 1993. Pour les clubs intéressés à obtenir plus de renseignements sur ce programme, des documents seront disponibles après la conférence. Le comité Ciel Noir a établi des contacts avec les responsables du projet à Hydro-Québec, M. Gilles Meunier, qui nous a assuré de son entière collaboration. M. Meunier est d'ailleurs l'auteur de 2 documents très intéressants pour quiconque veut acquérir des connaissances de base lui permettant d'intervenir dans cette démarche que nous entreprenons. Les documents ont pour titre les applications d'électricité, qui est une courte initiation aux règles régissant le comportement de la lumière, suivie de données sur les luminaires, les ballasts, les différentes sources de lumière. Un deuxième document s'intitule l'efficacité énergétique en éclairage public, guide technique. Ce document recoupe en partie le précédent pour ce qui concerne la lumière et les différentes sources lumineuses, mais il traite aussi de la classification des luminaires et des règles régissant de leur installation, etc. Les luminaires sont classifiés entre autres selon le contrôle de l'éblouissement qu'ils exercent sur leurs sources lumineuses. Je m'excuse si ça vous apparaît à l'aide, mais il y a des informations qu'il faut donner. Donc, classifié selon l'éblouissement. C'est là un point d'extrême importance en ce qui concerne la pollution lumineuse. Quand bien même toutes les sources d'éclairage du Québec étaient transformées au sodium, si la lumière n'est pas contrôlée pour éclairer vers le bas, là où elle est nécessaire, nous n'aurions en rien réglé le problème de la pollution lumineuse. Sauf peut-être les observatoires professionnels qui peuvent devenir d'équipements sophistiqués et coûteux pour filtrer la lumière résiduelle, et encore faudrait-il que ce soit uniquement du sodium basse pression, qui est une lumière monochromatique, donc plus facile à filtrer. Je disais donc que les luminaires sont classifiés selon le contrôle qu'ils exercent sur l'éblouissement, posé par leur source lumineuse. Selon l'IES, le contrôle de l'éblouissement est défini par le pourcentage de lumière émise au-dessus d'un angle de 80 degrés ou de 90 degrés par rapport à la verticale. Il existe 3 classifications. Le type cutoff, moins de 10% de la lumière en haut de 80% et moins de 2,5% en haut de 90% de la verticale. Semi-cutoff, moins de 20% et moins de 5% pour les mêmes ordres. Et enfin, un type non-cutoff qui n'a aucune limitation. Il existe sur le marché des luminaires dont le contrôle sur la lumière est beaucoup plus resserré que les normes émises par l'IES. Ils atteignent un niveau de moins de 0,7% de la lumière émise, non pas au-dessus d'un angle de 80 degrés, mais au-dessus d'un angle de 75 degrés. Ils constituent des luminaires idéales. Nous en ferons une démonstration lors du diaporama qui suivra cet exposé. Le luminaire défilé ou cut-off est, de par sa conception, le plus performant puisqu'il dirige un plus grand pourcentage de sa lumière là où on en a besoin, c'est-à-dire vers le bas, et par le fait même, il est moins polluant.
qui permet d'utiliser une source lumineuse moins intense pour un même niveau d'éclairage au sol. C'est donc le luminaire qui doit devenir le cheval de bataille, celui que nous recommanderons et dont nous ferons la promotion auprès des municipalités où nous interviendrons. Le comité Ciel Noir est à recueillir auprès des fabricants de luminaires les informations lui permettant de les classifier par ordre d'efficacité et de rendre accessibles ces informations au public. À l'instigation de l'IDA, des groupes à travers les États-Unis ont réussi à faire adopter des réglementations sur l'éclairage extérieur plus ou moins restrictives et qui aident à réduire considérablement la pollution lumineuse. Le comité Ciel Noir est d'ailleurs en possession de quelques-unes de ces réglementations, obtenues par l'entremise de Fred Schaar, chroniqueur bien connu du magazine Sky and Telescope. Son appel à multiplier les interventions contre la pollution lumineuse a été entendu par près de 70 personnes, dont plusieurs représentants des organisations de 26 États américains, 4 provinces canadiennes dont le Québec, et 4 autres pays qui ont demandé à obtenir ces mêmes documents. Ceci démontre la mobilisation en s'accélérant. Entreprendre des démarches pour l'adoption d'une ou de plusieurs réglementations au Québec constitue donc un deuxième front de lutte. Toute personne membre de cette honorable assemblée dont les connaissances juridiques ou autres pourrait aider à l'élaboration et à la mise en marche de ce projet est prié de venir nous rencontrer à la fin de cette élection. Je terminerai en énumérant brièvement les tâches que se donne à court terme et à moyen terme le comité Ciel Noir. Premièrement, la mise sur pied d'un centre de documentation et de référence pour les clubs et les individus intéressés à intervenir sur la question. Nous fournirons des informations sur le programme d'Hydro-Québec, la liste de luminaires de type défilé et celle de leurs fabricants, des textes de l'IDA en version française. Le centre de documentation sera situé dans les locaux de la FAQ. Nous entendons publier un guide d'intervention rassemblant toutes ces informations et qui pourrait être mis à jour à mesure que la lutte se développerait. Ça pourrait être mis à jour annuellement. Nous avons aussi en notre possession une série de diapositives produites par l'IDA et complétées par quelques diapositives de notre cru pour illustrer nos propos sur la question. Christian Villemer vous en fera une démonstration dans quelques instants. Enfin, nous mettrons de l'avant une pétition qui pourrait venir appuyer les démarches auprès des autorités municipales. Je tiens à remercier nos hôtes, la Société astronomique de Dolbeau, pour l'excellence de l'organisation dont ils ont fait preuve dans le déroulement du congrès, ainsi que pour vous tous d'avoir bien voulu accueillir mes propos. Je vous invite à nous poser des questions si le temps le permet, suite à l'exposé de Christian. Que le soleil se couche pour vous sur le ciel noir et dégagé. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait quelques mains qui sont levées pendant que tu parlais. Damien, entre autres. Bon, il y avait, tu as mentionné l'IEL à propos des normes. C'est quoi ça? IES? C'est Engineering Electrical Society. Engineering Electrical Society. OK, merci. Okay. Alors, je pense qu'on pourrait passer à la série de diapositives. Oh. Merci. Alors, la photo qu'on a ici n'est pas récente. Il s'agit d'une photo qui a été prise de la ville de Los Angeles en 1908, à partir du mont Wilson. Il faut dire que ça a été les pellicules photographiques qu'on avait à ce moment-là, les objectifs, tout ça en tout cas. Alors, le ciel a l'air très blanchi, là, mais il ne faut pas se fier à ça. C'est parce que ça a été une exposition très très longue. En fait, eux autres ont trouvé que le ciel était assez noir là-bas. Ils ont décidé de bâtir un observatoire sur cette montagne-là, dans les décennies à venir. Dans la décennie à venir. Puis sur la photo suivante, on voit que en 1988, ça ressemblait à ça, Los Angeles. On connaît les artères, tout ça. Ce qu'il faut retenir de tout ça, bon, évidemment, en 1985, l'Observatoire du Mont Wilson a dû fermer ses portes. Il n'était plus utilisable. Il n'y avait plus de travail professionnel qui pouvait être fait là. Et puis, toutes les lumières qu'on voit là, on est au-dessus de ces lumières-là. On est sur la montagne, ça, c'est la ville en haut. Ça veut dire que, comment ça se fait qu'on les voit, ces lumières-là? C'est des lumières qui projettent la lumière
vers le ciel. Alors, si chacune de ces lumières-là était pourvue d'un réflecteur avec un cache pour vraiment diriger la lumière vers le sol, pas ailleurs, on n'en verrait pratiquement pas. On peut passer à la suivante. Ici, on a une photo, en fait, c'est un montage, une photo prise par des satellites. On connaît l'Amérique du Nord. Il est facile de reconnaître les points, comme la Floride, tout ça. Les lumières sont un bon indicateur de là où il y a de la civilisation. Puis on a évalué que cette lumière-là, c'était pas de la lumière réfléchie par le sol. C'était vraiment, comme Los Angeles qu'on vient de voir, c'est toutes des lumières de rue, de commerce, qui éclairent là, à profusion, autant vers le ciel que vers le sol. On peut passer à la suivante. Bon. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que ça s'applique à l'échelle mondiale. On voit qu'en Europe, là, le problème est aussi pire que ce que nous, on connaît. Il y a aussi la partie, là, concernant le Japon, la Chine, ils ont des gros problèmes, il y a des fortes concentrations de population là-bas. En haut, il y a une espèce de grande tache très brillante dans le coin du Groenland, mais c'est au pôle Nord, puis il n'y a pas de population là-bas. Avez-vous une idée de ce que ça peut être? Des glaciers. C'est une aurore boréale. Ah ouais. Une gigantesque aurore boréale. OK, on peut passer à la suivante. Ça, c'est une photo que j'avais prise dans un congrès à l'Université Laval à Québec en 1978 ou 1979. C'est Jean Vallière à l'époque qui avait calculé une carte de la pollution lumineuse au Québec. Alors on voit que déjà à cette époque-là, ça commençait à préoccuper les gens. Parce qu'il faut dire que la pollution lumineuse, c'est un problème assez récent. Ça a commencé dans les années 75 à préoccuper les gens. Puis depuis 10 ou 15 ans, là, ça atteint des proportions assez inquiétantes. Plus dernièrement, dans le numéro de février de l'Astronomie Québec, on a eu une carte de la pollution lumineuse. Bon, on ne la voit pas très bien en détail ici, mais ce qui avait d'intéressant, c'est que en pointillé, supposons, on avait la pollution lumineuse jusqu'où elle allait en 1979. Et avec le trait continu, c'était où est rendue la pollution lumineuse 10 ans plus tard, en 89. Ça fait réfléchir. On va maintenant jeter un petit coup d'œil sur les différents types d'éclairage. On entend souvent parler de luminaires au mercure, de luminaires sodium haute pression, sodium basse pression. Il y a des luminaires qu'on appelle cut-off, ou défilés en français. C'est quoi au juste? Daniel en a parlé un petit peu tantôt. C'est très important qu'il y ait un réflecteur qui dirige la lumière vers le sol et l'empêche d'aller sur les côtés. Ces sentinelles-là, c'est des espèces de... c'est très populaire, c'est un des luminaires là, pour le domaine privé, disons, le même commercial. C'est très, très, très répandu, puis c'est vraiment, on pourrait y attribuer le prix citron sans problème. Le gros problème de ça, d'abord, ça place, ça envoie énormément de lumière, mais il n'y a rien dans les côtés pour diriger la lumière vers le sol. Ça envoie autant de lumière là, dans les côtés que vers le sol. En fait... Christian? Oui. Je m'excuse, si tu peux rajouter quelque chose par rapport à cette la sentinelle qui est une lampe de 175 watts. Ça pourrait être facilement remplacé par une lampe sodium basse pression de 35 watts qui aurait autant d'efficacité autant d'efficacité au sol. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs. OK. Bon, tantôt, on a parlé un petit peu de questions d'angle. Juste pour vous en parler brièvement. On mesure l'angle de dispersion de la lumière de la manière suivante. Supposons qu'on a un lampadaire comme ça. Quand il disperse la lumière vers le sol, c'est à 0 degré. Quand il disperse sur les côtés, à la ligne d'horizon, c'est à 90 degrés. Puis, et plus, 180 degrés, c'est complètement rond. Alors, ce lampadaire-là projette environ 30% de sa lumière
entre un angle d'environ 70 degrés et 80 degrés. Donc, il projette quasiment le tiers de sa lumière vraiment vers le ciel. Et puis, c'est clair que ce qui cause la pollution lumineuse, c'est quand un lampadaire émet sa lumière à 90 degrés et plus haut. Parce que cette lumière-là est perdue. Elle se projette dans les airs, puis elle va se refléter sur de l'humidité, sur de la poussière dans les airs, c'est là que ça fait une espèce d'écran lumineux. La lumière qui est émise entre 70 et 90 degrés n'est pas utile non plus, parce que quand elle va atteindre le sol, elle va être rendue tellement loin de la source qu'elle n'aura plus de force, de pouvoir d'éclairement. Par contre, elle va avoir du pouvoir pour vous éblouir. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez un lampadaire au loin, je veux dire, puis que vous voyez l'ampoule, c'est parce que l'ampoule projette de la lumière aussi haut qu'entre 70 et 90 degrés. Un bon lampadaire devrait projeter sa lumière pas aussi haut que ça, supposons 70 degrés et en bas. On va en voir quelques exemples tantôt. Depuis récemment, là, il y a un lampadaire qui est fabriqué au Québec qui remplit ces normes-là. OK. Bon, j'ai tout dit ça, on va tourner les petites cartes. Les pompiers, on dirait que le feu est pris. Bon, ça, c'est la très populaire sentinelle, la lampe qu'on vient de voir tantôt. Là, évidemment, ça a l'air blasté. Moi, je me souviens, dans le temps, je restais en campagne, on avait un super beau ciel. À un moment donné, le voisin, l'agriculteur, il y en a beaucoup chez les agriculteurs. Pas pour les blâmer, mais c'est un modèle qui coûte pas cher à l'achat. Sauf que tu mets ça, tu as l'impression d'en avoir pour ton argent parce que ça blasse, c'est blanc. Il était à 1 000 de chez nous, puis ça avait créé. C'était aveuglant quand tu regardais en direction de chez eux. Alors, comme je disais tantôt, on peut attribuer le prix citron à ce luminaire-là. C'est un modèle très populaire parce qu'il est peu cher à l'achat. Il a été conçu déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Le gros défaut, c'est que c'est une lumière très aveuglante. Elle est éblouissante. Tantôt, Daniel a parlé un petit peu aussi de l'économie. Cette ouate-là consomme 200 watts. Ce qui fait environ... En tout cas, ça consomme 1120 kWh par année. Si on paye notre électricité à peu près 8 cents le kWh, ça veut dire que ça coûte 65 $ par année, si la lampe fonctionne juste la nuit, en frais d'électricité. Alors, des fois, on pense faire un bon achat parce qu'on paye cette lampe-là pas trop cher, mais on paye le prix de la lampe juste dans une année en frais d'électricité. On serait mieux des fois de payer un peu plus, puis d'avoir une lampe qui va coûter moins cher à faire fonctionner au fil de quelques années. Un autre des avantages aussi des lumières au mercure, c'est leur dépréciation de luminosité. Après 5 ans, une lampe au mercure, comme celle-là, va émettre 2 fois moins de lumière. Puis 5 ans plus tard, elle va émettre encore 2 fois moins de lumière. Mais par contre, elle va toujours consommer, comme au début, les mêmes 200 watts. Alors, tout en consommant autant, elle produit de moins en moins de lumière. Ça, c'est pour le volet économique. Ce qu'il y a de plate aussi, c'est que quelqu'un qui en a une ne s'en apercevra pas parce qu'elle diminue très lentement l'intensité. Puis une lampe comme ça, l'autre affaire qui est plate, c'est qu'elle ne brûlera jamais. Elle fait juste faiblir petit à petit, d'année en année. Tu sais, des fois, quelqu'un entend dire qu'il y a quelque chose de mieux, fait qu'il dit, ouais, ben quand celle-là va brûler, je me poserai une lampe au sodium. Elle ne brûlera jamais. Excuse avec le système des petites cartes, c'est un petit peu... OK, on va passer à la diapo suivante. Ça, c'est un éclairage au sodium. Ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, évidemment, on ne voit pas l'ampoule, on ne voit pas d'où la lumière vient, on voit un petit peu, là, mais c'est moins aveuglant. C'est un éclairage qu'on peut reconnaître parce qu'il est plutôt orangé. Puis, on s'est ce type
fixture-là, employé pour mon français, envoie sa lumière vraiment vers le sol, c'est pas éblouissant. La lumière qu'on voit là est émise en fait par deux lampes de sodium basse pression de 18 watts chacune. Donc une consommation totale de 36 watts pour éclairer aussi bien que les autres lampes au mercure. Par exemple, les lampes au mercure vont produire 54 lumens, c'est des quantités de photons, 54 lumens par watt d'électricité qu'ils vont consommer, tandis que les lampes au sodium à haute pression vont produire 125 lumens, plus que 2 fois plus par watt. C'est juste pour vous dire, en fait, c'est des chiffres, là. Juste pour vous dire que l'éclairage au sodium, tout en consommant moins d'énergie, produit beaucoup plus de lumière. La diapositive suivante, on a, ça c'est l'allée centrale de l'Université d'Arizona, qui était éclairée dans le temps par des lampes au mercure qui consommaient 400 watts chacune. On remarque l'éclat éblouissant des lampes. On voit un peu moins bien la rue parce que les réflecteurs sont comme trop éblouissants. C'est difficile de faire un équilibre à un moment donné pour le Kodak. Si on aurait posé plus longtemps pour voir la rue, les lampadaires est encore plus éblouissants. C'est le même phénomène pour l'œil à un moment donné. Quand tu conduis, que tu sois en auto, supposons, ou quand tu marches à pied, ton œil s'adapte pour capter une quantité de lumière moyenne. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour ne pas être trop ébloui par les lampadaires, ta pupille agit en conséquence, puis là, tu vois moins bien la rue. Sur la photo suivante, on va remplacer ça par un éclairage au sodium. Alors, on voit que l'éclairage est plus doux, plus uniforme. Maintenant, c'est plus 400 watts que ça prend par lampadaire, mais seulement 135. Puis les coûts pour la conversion, il a fallu que je change chaque lampadaire. Les coûts ont été absorbés par l'électricité, les frais d'électricité qui ont économisé en 5 ans. Mais il faut dire que l'université a droit à des coûts spéciaux. Ils payent leur électricité moins chère. Plus tu payes ton électricité chère, plus tu économises, donc plus tu te rembourses rapidement. OK. L'autre diapo maintenant, c'est... il y a beaucoup d'aéroports encore qui sont éclairés par toujours des éclairages au sodium, des lampes assez puissantes. Il y aura avantage, aux autres aussi, à faire comme l'Université d'Arizona, par exemple, à convertir leur éclairage par un éclairage au sodium avec des choses qui empêchent la lumière de trop éclairer de côté, puis éclairer plus vers le sol. Okay. Maintenant, avec la diapo suivante, on va jeter un petit coup d'œil sur les principaux pollueurs. On a ici une scène de la rue de la ville de Tucson, en Arizona. En fait, c'est deux astronomes de l'Observatoire de Kitt Peak, en Arizona, qui ont parti l'International Dark Sky Association. Donc, ce qu'on voit là, c'est un peu le fruit de plusieurs années de démarche. On voit qu'il y a eu l'Université d'Arizona, il y a eu la conversion. Beaucoup de ces conversions-là sont faites, je pense, après qu'il ait réussi à faire passer des lois de l'État. Une fois que les lois sont passées, aussi en faisant valoir l'aspect économique auprès des hôtels de ville, des assemblées municipales, tout ça. Fait que là, les contribuables sont intéressés aussi par ces économies d'argent. Ce qui est intéressant, on voit des lampadaires dans les rues, là, vous voyez les grands poteaux, mais on ne voit pas l'ampoule au bout. On ne voit pas ça, on voit à peine. C'est que c'est des lampadaires qui éclairent vers le sol, puis il n'y a aucune lumière qui va au-dessus. Là, on voit évidemment les espèces de... Je vais m'approcher un petit peu ici. Il y a toujours ces espèces de... Il y a un complexe un terrain de balle, c'est un terrain de balle ici. Alors, il y a toujours des grosses séries de spots là, qui éclairent autant vers le ciel que peut-être pour éclairer les fausses balles qui montent très haut. Des fois, je ne sais pas. Il y a aussi le terrain de tennis. On voit qu'ici aussi, on ne voit pas d'ampoule dans les lampadaires. On voit seulement le bois qui est très éclairé. C'est parce qu'au moins, on a gardé leur éclairage au mercure, mais au moins, ils ont couvert ça de bons
Je cherche toujours un mot français, un masque. C'est parce qu'un réflecteur, ça reflète un écran protecteur, un abat-jour, bon, c'est des synonymes. OK, voilà la diapo suivante maintenant. Oui, j'avais une question. Peut-être revenir à la diapo précédente. Il ne recule pas celui-là. Ah oui, une espèce de boule arrangée. Je ne sais pas si c'était un ovni qui passait par là ce soir-là ou pas. On n'en fait pas mention dans le texte, qu'est-ce que c'était. Mais on voit par la lueur orangée que c'est du sodium. Pas idée, moi. Ça va pas bien mieux que le reste, il n'y a pas de protection. Alors, bon, ici, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais on ne voit pas d'où ça vient. Fait qu'on dit, si on ne voit pas l'ampoule, ça doit être bon, ça va être un bon éclairage. En fait, on voit un petit peu la clôture d'école, dans le côté. C'est qu'il y a une cour d'école à côté, puis bon, c'est en pleine nuit, il n'y a pas d'enfants dans la cour d'école, mais je ne sais pas pourquoi, il y a une grosse lumière, peut-être pour prévenir le vandalisme. Puis ça blaste tellement que l'édifice à côté, ça monte jusqu'au 3e, 4e étage. Puis ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on voit un lampadaire dans la rue. Ce lampadaire-là, il y a un petit œil magique qui dit quand il fait clair, quand il fait noir, quand partir, quand arrêter. Il est éteint parce que pour lui, là, il est en plein jour. Il fait tellement clair. Des cas comme ça, il y en a plusieurs. Quand Daniel a commencé, il y a quelques semaines, là, on allait faire des petits tours d'auto des fois ensemble, puis il disait, regarde, ici, les lampadaires, regarde les lampadaires. Puis je n'avais jamais porté attention à ça, là, mais il y en a des fois, c'est incroyable. À la diapo suivante, on voit pas grand-chose. En fait, c'est des espèces de lampadaires. Là. On voit peut-être un petit peu mieux celui-là ici, il est moins éblouissant. C'est une espèce de gros carré. C'est à peu près un pied carré, c'est grand comme ça. C'est au sodium, ça éclaire dans toutes les directions. Vers le haut, vers la bas, à gauche, à droite. Dans le fond, tout ce qu'on a besoin, c'est d'éclairer le stationnement. Puis en passant, il était 4 heures du matin. Ça fait que ça éclairait. C'est juste à côté de là, il y a un restaurant, puis ça doit être le propriétaire du restaurant qui sont pleins. Ils ont mis une espèce de feuille de tôle, qui tient la broche quasiment, pour recouvrir une partie du lampadaire, pour ne pas aveugler autant les clients du restaurant. Ce qu'il y a c'est un peu stupide parce que je dis, dans le fond, les fabricants, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de demande, ou les gens, des fois, ils ne s'informent pas assez. Le public, en général, n'est pas assez sensibilisé à ça. Parce que ça ne coûte rien de fabriquer un petit abat-jour, un petit cache. Ça ne coûte pas plus cher d'installer l'éclairage de manière qui éclaire plus vers le sol. Puis c'est vraiment ça qui est les causes de la pollution lumineuse. Fait que des fois, c'est un petit peu désarmant parce que tu te dis, wow, par où est-ce qu'on commence? Là? Il y en a tellement que